Bonsoir à toutes et à tous. Le débat du MEDEF, c'est donc parti. Le 6 juillet, les électeurs du MEDEF voteront, choisiront pour celui ou celle qui succédera à Geoffroy Roux de Bézieux. Mais avant cela, les deux candidats vont débattre sur ce plateau. C'est la première fois qu'un tel événement est organisé en télévision et en radio. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Dominique Carlac. Bonsoir. Bonsoir Patrick Martin. Merci d'avoir accepté ce duel sur notre antenne. Vous demandez donc à vos électeurs un mandat de 5 ans pour défendre l'entreprise et les entrepreneurs, des patrons de PME jusqu'aux patrons du CAC 40. Un mandat pour dialoguer avec les partenaires sociaux, défendre les entreprises françaises auprès de Bruxelles, lutter pour conserver la compétitivité de notre tissu industriel. Un mandat au moment du défi de la décarbonation, de l'intelligence artificielle, de l'inflation des prix, mais aussi de l'inflation des normes et de la fiscalité. Nous allons passer 2 heures ensemble pour mieux vous connaître et permettre à vos électeurs de vous départager. Alors voici les règles du jeu. Vous allez d'abord avoir 1 minute 30 chacun pour nous dire « Moi, président du MEDEF ». Qui serez-vous? Bernard Sadanès, des Labs, viendra ensuite nous donner le regard des Français sur les entreprises et sur le MEDEF. Sondage exclusif pour BFM Business. Et puis 4 thèmes pour notre débat, le travail, la compétitivité, l'impact et l'intelligence artificielle. Et à la fin de chacun de ces 4 thèmes, vous serez interpellé par un chef d'entreprise emblématique de son secteur. Dans l'ordre, viendront sur ce plateau Stéphane Manigold, Karine Rossignol, Éric Delannoy et Maurice Ndiaye. Vous êtes prêts? On est parti. MEDEF, le débat sur BFM Business. Alors on a tiré au sort, on a tout bêtement fait pile ou face pour savoir qui commencerait. C'est donc vous, Patrick Martin, qui allez débuter. Vous avez 90 secondes pour nous dire quel président du MEDEF vous serez. Vous avez le compteur qui s'affiche juste derrière moi. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir singulièrement à toi, cher Dominique. Je crois que c'est important que nous ayons ce débat. C'est important avant toute chose pour nos électeurs, les femmes et les hommes du MEDEF, mais également pour vos auditeurs et téléspectateurs. Pourquoi? Parce que le MEDEF est un acteur majeur de la vie de notre pays et je souhaite qu'il le soit plus encore dans les prochaines années. L'élection à la présidence du MEDEF, ça n'est donc pas qu'un enjeu interne au MEDEF. Nous représentons 190 000 entreprises, 9,5 millions de salariés, des entreprises de toutes les tailles, dans tous les territoires. Et nous sommes un pivot essentiel de la démocratie sociale dont la France a plus que jamais besoin. Nous sommes des porteurs de solutions. Et les solutions, c'est ce qui me motive, au-delà des postures et des déclarations d'intention dans ce cadre électoral. C'est ainsi que je suis un bâtisseur, que j'ai multiplié par 21 le chiffre d'affaires, par 12 l'effectif de mon entreprise familiale basée depuis bientôt 200 ans à Bourg-en-Bresse. Une entreprise qui emploie désormais plus de 3000 salariés, qui est présente sur tout le territoire national et à l'international. Une entreprise active auprès de tous les secteurs d'activité, l'industrie, les services, le BTP, le commerce. Enfin, une entreprise reconnue, je crois pouvoir le dire, pour sa modernité et sa politique sociétale et environnementale très concrète. Une entreprise confrontée quotidiennement à toutes vos problématiques. Merci beaucoup, Patrick Martin. Parfait respect du chronomètre. Dominique Carla, vous, présidente du MEDEF. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, que j'ai souhaité ce débat et que je suis heureuse qu'il ait pu être réalisé ce soir. Toute ma vie m'a préparée à ce moment. Mon expérience d'athlète de haut niveau, mon expérience d'entrepreneur très tôt, les 25 ans que j'ai consacrés à ma profession, dans mon syndicat professionnel, et puis mes responsabilités depuis 10 ans au MEDEF, aux côtés de Pierre Gattaz, puis de Geoffroy Roux de Bézieux. Parce que pour moi, l'engagement au service des entreprises est une évidence. C'est une évidence parce qu'on y rencontre à la fois l'adversité, mais également la capacité à bâtir. Et cette capacité à bâtir, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui candidate à la présidence du MEDEF. Avec une conviction, c'est qu'à l'heure où les entreprises sont parfois montrées du doigt, j'ai la profonde conviction que les entreprises sont la solution économique, sociale, environnementale et humaine. Et ce que je voudrais bâtir avec vous tous, c'est ce MEDEF de solutions. Un MEDEF qui affirme la place centrale des entreprises et des entrepreneurs face aux transitions et aux défis qui sont devant nous. Les défis de la
du rapport au travail, les défis de la souveraineté, les défis des transformations démographiques, entrepreneuriales et environnementales. Le MEDEF que je présiderai sera énergique, il sera moderne, il sera une force de proposition dans le débat public, il parlera haut et fort et ne se laissera jamais intimider. J'y suis prête, je suis prête pour les 5 années qui viennent. Et je suis prête pour le débat. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, que pensent les Français des entreprises et des patrons ainsi que du MEDEF? On a posé la question à Bernard Sadanès de l'Institut ELAB et lui, il a sondé le cœur des Français. MEDEF, le débat sur BFM Business. Bernard Sadanès, bonjour. Alors Bonjour, Bernard, quelle image les Français ont des entreprises et des entrepreneurs? Bien, je vais vous répondre tout de suite. 3 Français sur 4 ont une bonne image des entreprises. Depuis plusieurs années, on peut dire d'ailleurs que l'entreprise a été dédiabolisée. Alors cette bonne image, elle a connu son sommet au moment du Covid, où les entreprises ont montré qu'elles étaient particulièrement à la hauteur, qu'elles étaient réactives. Ça a reculé en 2022, en pleine crise énergétique et crise du pouvoir d'achat. On se situe aujourd'hui entre les deux, un léger rebond en 4 points en 8 mois. 3/4 des Français donc ont une bonne image. Et il faut noter le regard des salariés est similaire à l'ensemble des Français. Si on entre dans le détail, on voit que ce regard, en revanche, n'est pas homogène. Cette bonne image, elle est portée par l'image quasiment plébiscitaire des TPE, des ETI, plutôt que l'image des grandes entreprises qui est plus contrastée. Cette différence de jugement, d'ailleurs, elle se retrouve aussi dans le regard qui est porté sur les chefs d'entreprise. 8 Français sur 10 ont une bonne image des dirigeants des petites et moyennes entreprises. Ils sont un peu plus d'1 sur 2 à avoir une mauvaise image des dirigeants des grandes entreprises. Donc là aussi, contraste. Cette confiance, ça ne veut pas dire que c'est une confiance qui est donnée, j'allais dire, de manière définitive. Cette confiance, elle suppose de l'exigence vis-à-vis des entreprises. Les Français sont notamment sceptiques quant à la capacité des entreprises à être à la hauteur des grands enjeux que vous allez sans doute évoquer ce soir. Par exemple, une majorité de Français ne fait pas confiance aux entreprises pour être à la hauteur sur le partage de la valeur, sur la transition écologique. C'est plus équilibré, il faut le dire, dans les grands débats qui ont lieu en ce moment sur le travail, sur l'amélioration des conditions de travail. Et enfin, dernier point sur l'entreprise. L'entreprise est d'abord perçue, sans surprise, comme un lieu qui permet d'avoir des revenus. Elle est ensuite perçue comme un lieu d'apprentissage où on se sent utile, un lieu de sociabilité, un lieu où on peut acquérir des compétences. Alors Bernard Sadanès, en ce qui concerne l'image du MEDEF, c'est un petit peu plus nuancé, voire un peu plus compliqué même. Oui, cette bonne image de l'entreprise ne profite pas immédiatement, j'allais dire ne profite pas mécaniquement au MEDEF. 44% des Français en ont une mauvaise image, 30% une bonne image, un quart n'ont pas d'avis. Mais il faut le dire aussi pour être tout à fait objectif, ça fait écho à la défiance généralisée à l'égard des institutions, des organisations. Ce 30% de bonne image, c'est un peu moins que les syndicats, c'est mieux que les partis politiques. Donc il faut aussi le relativiser. On a là un clivage politique nettement plus fort que sur les autres questions, notamment celles qui étaient posées sur l'entreprise. Alors comment peut-on l'expliquer? On a quelques éléments qui peuvent nous donner des clés de lecture. D'abord, plus d'1 Français sur 2 estime qu'il est trop proche du pouvoir. Et ce pouvoir, le pouvoir actuel, comme les autres d'ailleurs, évidemment subit de plein fouet l'impopularité de son exercice. Deuxièmement, près d'1 Français sur 2 considère qu'il ne propose pas grand-chose pour améliorer la situation économique du pays. Les propositions du MEDEF ne sont pas forcément identifiées par l'opinion. Mais troisième point, je terminerai par là, parce que c'est pour moi sans doute ce qui explique le mieux ce résultat contrasté. Près d'1 Français sur 2 estime que le MEDEF défend plus les chefs d'entreprise que les entreprises elles-mêmes. On voit bien que la mue du CNPF au MEDEF n'est pas encore achevée, en tout cas pas encore dans l'opinion. Merci beaucoup Bernard Sadanès. Patrick Martin, est-ce qu'on peut dire que c'est une mission à moitié accomplie pour l'équipe sortante, ce rapport entre les Français et le MEDEF? Oui, alors je voudrais préciser, c'est la magie des sondages, que d'autres sondages donnent une nettement meilleure image du MEDEF et que cette image s'est considérablement améliorée au cours des dernières années. Est-ce que le MEDEF a un objectif d'image? Non, c'est pas sa finalité. L'image, la bonne image qui doit correspondre à des réalités, c'est un moyen pour le MEDEF d'asseoir sa légitimité, de renforcer son influence pour que la voix des entrepreneurs soit mieux perçue, soit plus audible auprès de l'opinion publique et à travers l'opinion publique par le politique, parce que dans bien des matières, c'est quand même le politique à la fin des fins qui a la main.
Donc voilà, moi je ne suis pas plus inquiet que ça. Et si je suis président, je serai évidemment attentif à l'image de l'entreprise d'une manière générale, mais c'est plutôt aux entreprises elles-mêmes de s'en occuper, à l'image du collectif de l'entreprise, c'est-à-dire le MEDEF, pour que nous soyons bien perçus et surtout que nous portions nos thèses auprès de l'opinion publique. Moi je suis très déterminé à ça. Je veux que nous soyons plus présents dans le débat public parce que si nous n'y sommes pas, d'autres le sont. Et en particulier, je crois qu'il nous faut assumer, revendiquer, porter la thèse de la croissance responsable, sans laquelle, de mon point de vue, et je crois que c'est très largement partagé dans nos rangs, on ne pourra pas équilibrer nos régimes sociaux, on ne pourra pas créer d'emplois, on ne pourra pas distribuer de pouvoir d'achat, on ne pourra pas innover et décarboner notre économie, et Dieu sait s'il le faut, et ainsi de suite. Donc la croissance responsable, réellement responsable, pour moi, c'est la clé de la réussite. Je veux porter une fierté pour notre pays, je veux porter une ambition pour la France. On aura l'occasion de développer tous ces thèmes, bien entendu, au cours de ces 2 prochaines heures. Dominique Carlac, est-ce qu'on peut mieux faire pour améliorer l'image du MEDEF? Moi, je trouve que c'est bien d'avoir à disposition ce genre de sondage au moment où l'on se parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, une élection, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous à la fois sur un bilan et puis une projection. Donc c'est intéressant de se dire finalement à travers le sondage, qu'est-ce que nous révèle à la fois notre bilan et en même temps, qu'est-ce qu'on attend et quelle est la vocation du MEDEF. Ce n'est pas qu'une question d'image. En réalité, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu en attendre et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc moi, ce que je relève dans le sondage qui nous a été présenté, c'est à la fois une très bonne nouvelle pour le MEDEF et pour les entreprises qui sont adhérentes du MEDEF, c'est qu'il y a une très bonne image des PME en France. Et il se trouve que dans nos 190 000 entreprises, l'adhérent moyen du MEDEF, c'est une PME. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose à faire pour se dire la voix des entreprises peut vraiment être un canal positif de propositions portées par tout type d'entreprise et singulièrement les PME. La deuxième chose, c'est qu'effectivement se révèle une information qui est parfois un peu frustrante parce que c'est un engagement bénévole d'être engagé au MEDEF, que ce soit président de MEDEF territorial, administrateur, président de fédération ou au MEDEF national, c'est un engagement bénévole et on y met, je dirais, tout notre cœur, toute notre vision. Donc, se dire qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a une piètre image ou une image mitigée auprès des Français, y compris même si c'est dans un contexte où les institutions sont remises en question, je pense que ça fait quand même partie de notre feuille de route de pouvoir réconcilier les Français avec ce genre d'organisation. Et c'est pour ça que moi, depuis le début de ma campagne, je dis, je souhaite qu'on soit dans un MEDEF de pédagogie, de clarté et de transparence. Eh bien, on va continuer à regarder vos différences ensemble puisqu'on rentre dans le débat et on commence avec un sujet peut-être le plus important des sujets, le travail. C'est ça aujourd'hui la vraie question. Faire en sorte que les formations, les qualifications correspondent aux besoins de nos entreprises, de nos PME, de nos TPE et des secteurs qui ont des difficultés à recruter. Alors, vous allez entendre Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. On a demandé à Nathan Cocampo, avec Caroline Morisseau, de nous donner les perspectives, justement, de l'emploi en France aujourd'hui. Les perspectives sont plutôt plus ou moins optimistes. Pour rappel, aujourd'hui, le taux de chômage s'élève à 7,1%. C'est un plus bas depuis 40 ans. Mais le gouvernement vise mieux. Il vise le plein emploi d'ici à 2027, c'est-à-dire 5% de chômage, ce qui suppose de créer 800 000 emplois supplémentaires. Le ministre du Travail y croit. Pour lui, c'est même plus que jamais atteignable. La Banque de France, elle, est plus pessimiste. Elle prévoit une remontée du chômage à 7,6% en 2025. Alors, pour déjouer, contredire les prévisions, de difficultés majeures. D'abord, aller chercher les personnes les plus éloignées de l'emploi. Le gouvernement cible les 1,8 million allocataires du RSA, un chiffre qui n'a pas bougé depuis 2017 malgré la baisse du chômage. Pour cela, il compte sur le fameux contrat d'engagement avec à la clé 15 à 20 heures d'activité par semaine et de nouvelles sanctions possibles. Autre difficulté majeure, la pénurie de main-d'œuvre. 375 000 emplois sont toujours vacants, faute de compétences, de conditions suffisamment attractives ou encore à cause de difficultés pour se loger. Un candidat sur 10 renonce à un emploi car il rencontre des difficultés pour trouver un logement. Merci beaucoup Nathan, on se retrouve tout à l'heure. Objectif plein emploi, c'est l'objectif affiché par le gouvernement. La Banque de France nous a dit ces dernières semaines que peut-être ça allait être un petit peu plus compliqué dans les mois à venir. Que peut faire le MEDEF? Quelle serait la proposition? Pour ceux qui ont un tout petit peu de mémoire, on se souvient de Pierre Gattaz et son million d'emplois et qu'il annonçait créer grâce notamment au CICE. Ça serait quoi votre mesure phare, Patrick Martin?
Je pense, si vous me permettez l'expression, qu'il faut déjà couper en amont le robinet. On a 1 million de ce qu'on appelle des nets, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation et qui sont un peu laissés en déshérence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que nous soyons très résolus sur la réforme des lycées professionnels. Moi, il y a très longtemps que je m'intéresse à ce sujet-là. De la même manière que nous avons collectivement très bien réussi et enfin réussi sur l'apprentissage, il va falloir que nous prenions en main ce sujet qui intéresse 650 000 jeunes. Donc, comment faire? Il faut que nos entreprises, j'en suis conscient, décuplent d'efforts pour être plus impliquées au stade de l'orientation, qui est la mère de toutes les batailles, ensuite pour accueillir des stagiaires et enfin pour les employer. Parce que 1 an après la fin de leurs études, vous avez 60% de ces jeunes lycéens professionnels qui sont sans emploi. Ils ont été d'une certaine manière égarés dans des formations qui ne débouchent sur rien. Ça, c'est un premier sujet. Ensuite, parce que la démographie va nous imposer d'aller chercher, et c'est tant mieux, toutes ces populations éloignées de l'emploi, il va falloir également que nous soyons très résolus sur l'intégration d'une part des attributaires du RSA, d'autre part des chômeurs de longue durée, de sorte qu'à la fin des fins, ne nous racontons pas d'histoire, il n'y ait plus qu'un volant incompressible de personnes éloignées de l'emploi relevant de la solidarité. Il y a une chose qui est très positive, je reviens à la démographie. Ce qui était pour beaucoup d'entreprises une cause sociétale, tendre la main finalement à ces populations éloignées de l'emploi, devient une cause économique. Les tensions de recrutement à tous les niveaux, dans tous les territoires, dans toutes les qualifications, ne pourront que s'accentuer du fait de la démographie. Et bien c'est très bien que les chefs d'entreprise aient une explication, une motivation économique. Et moi, je le fais. Je vais dans les quartiers nord de Marseille, je vais dans les CFA, je vais dans les lycées professionnels. Je pense qu'on a beaucoup de très belles choses à faire. Dominique Carlac, est-ce que vous pourriez, comme Pierre Gattaz, dire au gouvernement « chiche, moi je vous promets le plein emploi, en échange, vous devez faire telle ou telle chose ». Qu'est-ce que vous diriez au gouvernement ? Mais en fait, quand on est à 7% de chômage et qu'on se dit qu'on veut atteindre 5%, donc en gros, on veut 2% et 1 point, c'est 250 000 salariés nets. Donc on a plusieurs choses à notre disposition et il faut se battre sur plusieurs choses, nous, côté MEDEF. La première chose, c'est la reconversion. La reconversion, parce qu'en fait, tout au long d'une carrière professionnelle, il y a des trappes à une employabilité. Nous, les entreprises, 48% dans nos rangs disent « j'ai du mal à recruter ». J'ai du mal à recruter des personnels qualifiés et qui ont les compétences qui correspondent à mes besoins. Donc ça veut dire qu'il y a des trappes. Tout au long, il y a des trappes à une employabilité. Et le cœur du sujet, pour moi, c'est la formation au début de carrière, avec l'apprentissage, mais en réalité, sur des trajectoires professionnelles. Parce que à chaque fois que vous n'êtes plus en phase avec le marché de l'emploi, c'est une trappe à chômage. Donc, on ne résout pas structurellement le problème. Donc, moi, ma question, c'est de dire, nous avons été mauvais sur la négociation, sur la reconversion. Nous devons et nous pouvons faire beaucoup mieux. Donc, premier sujet, la reconversion. Deuxième sujet, l'apprentissage, et ça va avec la reconversion. L'apprentissage, aujourd'hui, s'adresse aux jeunes. On sait que ça marche. On sait que derrière, il y a de l'emploi. Mais pourquoi pas l'étendre avec de l'apprentissage senior? Pourquoi pas se dire, ça n'est pas une fatalité. Être un travailleur senior peut aujourd'hui permettre aussi d'apprendre de nouveaux métiers pour correspondre aux besoins du marché de l'emploi. Vous voulez étendre l'apprentissage aux seniors? Tout à fait, et faire de l'intergénérationnel. Il y a des entreprises qui l'ont fait. Je prends pour exemple une entreprise de fonderie dans la Haute-Marne, dirigée par une femme, une ETI de 1300 personnes, qui fait de l'apprentissage pour les seniors pour qu'ils puissent rester dans l'emploi et qui résout tout simplement son besoin de compétences. Donc ça, c'est une piste aussi, parce que pourquoi restreindre ça à une tranche de vie? C'est tout au long de la vie qu'on a besoin d'être employable et qu'on a besoin d'aller chercher les salariés. Alors, il y aura quand même quelque chose sur lequel il faudra se pencher, qui est la démographie. Effectivement, dans les années 2000, plus de 100 000 actifs par an. Dans les années 2010, plus 100 000 actifs par an. Dans les années 2020, plus 6 000 actifs. Donc il y a une vraie question qui se pose. Mais on a donc ce public potentiellement qui sort de l'école ou qui est déjà dans les entreprises, qui même peut se reconvertir avec de la formation. Et il y a ce public très éloigné de l'emploi qui touche parfois le RSA. Qu'est-ce qu'on fait avec cette partie de la population? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut arriver à tirer chacun vers un emploi? Ou vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une partie qu'on ne peut pas contraindre dans le chômage?
Malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura probablement une partie incompressible de personnes qui sont très éloignées depuis très longtemps de l'emploi. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Moi, je m'intéresse par exemple beaucoup à ce que font les Déterminés, l'association de Moussa Camara, qui identifie dans des quartiers prioritaires de la ville des jeunes qui ont un potentiel extraordinaire, qui les forment et qui les forment réellement à l'entrepreneuriat. Il y a d'ores et déjà 3000 de ces jeunes qui ont monté des entreprises, qui pour certaines restent petites, qui pour d'autres se développent beaucoup. Et puis, il faut envoyer des messages positifs à notre jeunesse. Il y a un autre sujet auquel je m'intéresse beaucoup. Je suis administrateur de WorldSkills France. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que WorldSkills. On va voir les finales nationales à Lyon au mois de septembre, les finales mondiales, 70 000 jeunes dans les métiers d'excellence qui vont venir. Ces jeunes envoient des messages extraordinaires à leur génération. Ce que je veux dire par là, c'est que dans 70 métiers, vous avez des carreleurs, vous avez des coiffeurs, vous avez des codeurs, vous avez des mécaniciens de précision qui recherchent l'excellence et qui dégagent un enthousiasme, qui dégagent Mais vous pensez qu'on peut convaincre ceux qui sont au RSA aujourd'hui, par exemple, d'aller se former pour ces métiers? Mais bien sûr. Tel qu'il est aujourd'hui, le RSA? Non, tel qu'il sera demain. Tel qu'il sera demain, avec ses 15 à 20 heures de formation, je le redis. Je le redis, il va falloir que nos entreprises qui spontanément, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas ouvertes à l'accueil de ces populations-là, le soient. Mais c'est leur intérêt, c'est une nécessité pour elles. Donc moi je le vois dans ma propre entreprise, séance tenante, on me dit oui, mais alors ces gens n'ont pas de qualification, ils n'ont plus d'horaire, parfois ils ont des comportements sociaux un peu décalés par rapport à ce que l'on souhaite. Et alors, où ira-t-on chercher la main-d'œuvre dont on a besoin si on ne les accueille pas ? Alors justement, vous avez soulevé ces deux questions aussi, Dominique Carla, que vous disiez que la population active stagnait. Ça veut dire qu'il faut aller chercher une main-d'œuvre immigrée. Et dans ces cas-là, quelles conditions on doit poser ? On a deux choses à faire. La première, c'est qu'effectivement, dans les territoires au plus près des bassins d'emploi, et on a la chance au MEDEF d'avoir 119 territoires, il faut une approche très territorialisée, fonction des bassins d'emploi. D'où la proposition que j'ai faite de régionaliser France Travail, que les MEDEF et les chefs d'entreprise soient dans la gouvernance de France Travail pour orienter les formations et que du coup, il n'y ait pas un chômage d'inadéquation entre les jeunes qui se forment et les besoins du bassin d'emploi. Et ces entreprises, de dire aux universités, aux écoles, on veut tel type de profil, c'est aux entreprises de pouvoir définir avec les autorités compétentes, par exemple, les programmes de diplôme, puisque c'est elles qui savent les besoins qu'elles ont derrière en termes de compétences. La deuxième chose, pour ceux qui sont vraiment éloignés de l'emploi, moi je pense qu'il faut leur donner confiance. Et notre responsabilité, notre rôle, à nous les chefs d'entreprise, à nous les MEDEF et les MEDEF territoriaux, c'est de pouvoir tendre la main. C'est vrai que moi j'ai été vice-présidente du mission locale en Centre-Bretagne, à Pleuhermel. On a monté une opération qui s'appelait l'opération Tremplin. L'opération Tremplin, elle est assez simple, c'est donner un carnet d'adresses à ceux qui n'en disposent pas. C'est simple. Nous, tous les patrons au MEDEF, on a des carnets d'adresses où on s'est fait un carnet d'adresses. Donner son carnet d'adresses à des jeunes qui n'en ont pas, ça permet de mettre le pied à l'étrier et de retrouver aussi confiance. Ça veut dire que vous êtes pour, au moment de la renégociation des indemnisations chômage, la régionalisation des aides. Il faudra renégocier dans ce sens. C'est l'entrée dans la gouvernance de France Travail des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, nationalement, on a notre petite place, mais il faut qu'on ait vraiment un rôle actif de définition pour combler les besoins territorialement. Vous n'avez pas répondu à la question sur l'immigration. Alors, sur l'immigration, c'est un sujet extrêmement épidermique en France, dans la population, politiquement. Ça l'est aussi au MEDEF. Parce que parfois, vous entendez des chefs d'entreprise, que ce soit dans la restauration ou dans la fabrication de pièces automobiles, qui disent « Là, c'est maintenant que j'en ai besoin. J'ai besoin. » Et donc, moi, je me fais concurrencer, par exemple, quand je suis dans la sous-traitance automobile, par un concurrent allemand qui a de la main-d'œuvre albanaise. Donc ça, je l'ai eu sur le terrain. Et puis, à l'autre bout, vous dites « Mais attendez, on va déjà mettre au travail ceux qu'on peut remettre en emploi. » Donc, je crois que la meilleure des choses à faire en tant que président du MEDEF, c'est on voit dans quelle mesure on peut être incitatif dans le retour à l'emploi pour les populations les plus éloignées. Et ensuite, on se fait une grosse concertation entre nos 100 fédérations, pour se dire où sont les besoins et dans quelle mesure et sur quel métier on a besoin, le cas échéant, d'une immigration choisie. Mais ça, ce n'est pas le président du MEDEF qui décide. C'est avec les différentes fédérations qu'on doit en discuter. Patrick Martin, la question de l'immigration, ce n'est pas un sujet MEDEF, c'est un sujet entreprise. Non, l'immigration ne se résume pas à l'immigration économique. Il faudra déjà bien distinguer les deux sujets. Ensuite, je partage essentiellement ce que vient de dire Dominique. Mais je crois qu'il nous appartient, nous, au MEDEF, parce que nous sommes légitimes à le faire, parce que nous sommes attendus
sur ces sujets, de poser, d'objectiver un certain nombre de grands enjeux, dont celui de la démographie que j'ai déjà exposé à plusieurs reprises. Après, c'est vrai qu'il y a des besoins immédiats à différents niveaux de qualification. Ce que l'on vit, par exemple, dans les qualifications les plus élevées, à des niveaux doctorants ou post-doctorants, c'est un départ assez massif de nos jeunes diplômés, qui ont coûté pour un certain nombre d'entre eux à la collectivité nationale, singulièrement vers les États-Unis, vers le digital, vers les biotech. Et de l'autre côté, on a les plus grandes difficultés à accueillir des diplômés de même niveau qui peuvent venir d'Afrique du Nord, qui peuvent venir de Syrie. Donc à un moment donné, ça peut être menaçant pour l'économie française au global. Mais la vraie difficulté, c'est bien celle-là, c'est d'apporter de la rationalité dans ce débat et autant que possible qu'on le traite sereinement, comme beaucoup d'autres pays ont réussi à le faire. Alors vous avez évoqué tous les deux le thème de l'apprentissage et à combien ces dispositifs ont permis effectivement de mettre le pied à l'étrier à des jeunes et de faire baisser le chômage. Sauf qu'on entend parler dans le cadre des discussions sur le budget, le PLF 2024, de la réduction des crédits consacrés à l'apprentissage. Est-ce que ce serait une grave erreur politique et économique de le faire ? Moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, 63% des chefs d'entreprise que vous interrogez ont envie d'embaucher et 48% disent « j'ai du mal à embaucher ». Et j'ai du mal à embaucher parce que je n'ai pas toujours les compétences. Donc je crois que ça serait une erreur politique de renoncer à l'investissement qu'on peut faire dans ce pays sur l'apprentissage. Donc moi, je ne suis pas pour. Et c'est Lincoln, le président Lincoln, qui disait « Si vous trouvez que l'éducation coûte trop cher, choisissez l'ignorance ». Je ne souhaite pas que notre pays s'installe dans l'ignorance et l'incompétence. Patrick Martin, sur l'apprentissage, on moi, touche ou on touche pas ? je suis d'un parti pris total, mais que j'assume. C'est moi qui suis allé négocier avec Muriel Pénicaud, quelques jours avant qu'elle quitte ses fonctions ministérielles, les aides à l'apprentissage. Premier point. Donc, je ne peux pas me contredire d'une certaine manière. On a vu les résultats que ça donnait. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur des études parfaitement neutres, parfaitement objectives, qui démontrent que c'est un excellent investissement pour l'État. Pourquoi ? Parce que ces jeunes, à 70%, trouvent un débouché professionnel dans l'année qui suit le terme de leur formation. Et ensuite, parce que ce faisant, ils ne sont pas au chômage, ils ne coûtent pas à la collectivité, mieux que ça, ils rapportent à la collectivité. Et les entreprises, dans l'immense majorité des cas, titularisent les apprentis qu'elles ont eus. Là où il y a un angle mort, c'est qu'en l'état, l'apprentissage concerne essentiellement les formations supérieures. Il le faut. Mais pas suffisamment les formations infra-bac. Il y a plus de 80% des apprentis qui ont plus de 20 ans. Alors c'est un peu réducteur, mais voilà, c'est pour ça que je parlais des lycées professionnels. C'est pour ça aussi qu'il nous faut continuer à soutenir nos CFA interprofessionnels ou de branches qui donnent d'excellents résultats. C'est la mère de toutes les batailles, formation, compétences. C'est d'ailleurs ce qui figure en tête de liste des priorités dans mon programme. On va parler télétravail. Passion pour certains, problème pour d'autres. Ça dépend évidemment de la structuration des entreprises. Est-ce qu'on est allé trop loin ? On voit des boîtes revenir dessus, même des boîtes américaines interdire le télétravail. Le télétravail, on continue, Dominique Carlac, on arrête. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ai dit qu'un des principaux défis de ce mandat du MEDEF 23-28, ça va être le rapport au travail. Le rapport au travail qui a complètement bouleversé les équilibres dans nos entreprises. Et quand on prend spécifiquement le cas du télétravail, on se rend compte que, avant le Covid, 3% des salariés bénéficiaient d'un accord télétravail, et puis aujourd'hui, ça s'est massivement développé. Sauf que ça n'est pas forcément la panacée universelle, et notamment en relations humaines dans les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la bataille et la guerre des tranchées entre les dirigeants d'entreprise et les salariés, mais c'est entre les salariés eux-mêmes qui, pour certains, peuvent bénéficier du télétravail et d'autres pas. Donc je crois que le vrai chantier à se mettre, c'est la flexibilisation de l'organisation du travail, mais avec simplement une ligne rouge très très claire pour nous au MEDEF, et en tout cas moi singulièrement présidente du MEDEF, c'est que n'importe quelle évolution et innovation dans l'organisation du travail ne pourra jamais dire ni travailler moins, ni perdre en productivité. Or ça m'alarme, parce que depuis plusieurs semaines, on voit que la productivité française est en train de chuter. Je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet avec le télétravail. Ce que je dis, c'est qu'on doit être ouvert et être sans tabou sur toutes les formes d'organisation du travail, dès lors que c'est toujours dans une logique de productivité et on ne travaillera pas moins dans ce pays. Patrick Martin, est-ce que le télétravail, ça commence à bien faire ? Non, je ne dirais pas ça comme ça. On manque un petit peu de recul sur ce phénomène télétravail. Alors c'est vrai qu'il y a des jeunes salariés qui sont nés dans le télétravail et qui auront probablement beaucoup de mal à y revenir. Moi, je pointe quand même 3 risques liés au télétravail. Le premier, c'est qu'on peut très bien télétravailler depuis l'Inde, depuis le Guatemala, etc. Donc il y a potentiellement un risque de délocalisation supplémentaire lié au télétravail.
Le deuxième risque, c'est celui d'une fracture à l'intérieur de l'entreprise entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. Alors, dans certains métiers de conseil, ça n'est pas un sujet, mais dans les gros bataillons de nos entreprises, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans beaucoup de métiers de service, évidemment, il y a un risque de fracture, et c'est la négation de ce qu'est l'entreprise. Et puis, plus globalement, c'est le troisième risque, c'est qu'il n'y ait plus de collectif. Et le collectif, c'est quoi? C'est des relations humaines, c'est une émulation, c'est une créativité. Donc, moi, je suis assez prudent sur le télétravail. Maintenant, c'est vrai que c'est presque une exigence de la part de certains jeunes et moins jeunes, donc aux entreprises de s'adapter, mais de grâce en veillant aux trois périls que je viens d'indiquer. Un mot du dialogue social. Le président de la République, après la bataille sur les retraites, a promis de laisser bosser les syndicats. C'est clair. Quelle sorte de dialogue social vous porterez, vous, président du MEDEF, Patrick Martin? Ben moi, je suis un fervent défenseur du dialogue social, du paritarisme, dont du paritarisme de gestion, qui a été un peu égratigné ici ou là, y compris dans la compétition électorale pour la présidence du MEDEF. Je pense que nous avons démontré pendant les dernières années que nous étions responsables et que nous savions nous accorder sur un certain nombre de sujets. Imaginez ce qui se serait passé si, au moment de la pandémie, Geoffroy Roux de Bézieux et Laurent Berger n'avaient pas appelé les salariés à reprendre le télétravail. Imaginez ce qui se serait passé de funeste si nous n'avions pas abouti à l'accord sur le partage de la valeur. Ou plus récemment encore, sur l'accord accident du travail, maladie professionnelle. Pourquoi faut-il défendre ce paritarisme? Pourquoi faut-il défendre le dialogue social à tous les niveaux? L'entreprise, la branche, l'interprofessionnel. D'abord parce que nous sommes les mieux placés quand même, salariés et employeurs, pour comprendre, pour savoir ce qui se passe dans les entreprises. Mieux que le gouvernement? Il y a une propension dans ce pays à vouloir tout réglementer, tout régenter. Il y a des espèces de directeurs de conscience qui, souvent, sans avoir mis les pieds dans une entreprise, nous expliquent ce que nous devons faire. Donc, laissons aux principaux intéressés les mains libres pour avancer sur ces sujets-là. Ensuite, c'est un peu par défaut. Enfin, on a un paysage politique qui est pour le moins fracturé, je serais tenté de dire gazeux. Et donc, si, a fortiori, nous laissons aux politiques, je pense au Parlement en particulier, la main sur ces sujets-là, nous risquons d'aboutir à des solutions totalement inappropriées. Donc voilà, je pense qu'il faut non seulement entretenir, mais développer encore le paritarisme, y compris le paritarisme de gestion, qui doit reprendre de l'oxygène, reprendre du champ, parce que la tendance historique en France, c'est l'étatisation. Si ça marchait, ça se saurait. Dominique Carlac, pendant cette campagne, on a eu l'impression que vous trouviez le MEDEF un peu mou. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs périodes pour le MEDEF. Pourquoi est-ce que vous dites ça et en quoi, selon vous, le MEDEF devrait-il être plus combatif? Je ne sais pas si j'ai dit que le MEDEF était mou. Vous n'avez pas dit mou, mais vous l'avez laissé entendre. J'ai simplement dit qu'en 5 ans, on n'avait pas forcément pu faire le MEDEF de proposition qu'on souhaitait tous porter en 2018, tout simplement parce qu'on a géré 5 crises. 2 fois la crise des retraites, de la réforme des retraites. Ensuite, les gilets jaunes, le Covid et puis la guerre en Ukraine. Donc effectivement, pour faire un MEDEF de proposition qui montait au créneau, ce n'était pas forcément facile. Puis d'autre part, on avait un gouvernement pro-business quand on s'est installé, et un gouvernement pro-business qui a fait la politique de l'offre, qui a fait les 18 milliards d'impôts de production en moins. Donc on avait plutôt un gouvernement où on ne se méfiait pas forcément. Et puis effectivement, sur les sujets sociaux, on a vu une forme d'étatisation rampante arriver. Et que ce soit les organisations patronales ou les organisations syndicales, tout le monde a râlé au fur et à mesure des négociations. Donc moi, ça a été très clair dans ma campagne, dans mon début de campagne et dans la suite, et quand je serai présidente du MEDEF, que le paritarisme de gestion est indispensable. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, absolument aucune ambiguïté. Et d'ailleurs, je l'ai mis à l'œuvre à titre personnel, puisque la négociation fin décembre 2020 sur le télétravail, j'étais co-négociatrice pour le MEDEF. Donc j'ai vu toute la pertinence que ça avait, la négociation sociale, qui n'est pas forcément normatif ou prescriptif. On peut tout à fait arriver à des accords avec les partenaires sociaux qui permettent de se dire on trouve des solutions entre nous, partenaires sociaux, pour ce qui concerne directement le monde du travail quand on paye. Merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes à égalité de temps de parole. Parfait. Je ne sais pas si vous avez répété avant de venir, mais c'est du très bel ouvrage. Il nous écoute depuis 32 minutes en coulisses. Il va réagir à ce que vous avez dit. C'est Stéphane Manigold, restaurateur, entrepreneur, président de l'UMI Grand Paris. C'est sa carte blanche. Bonjour Stéphane Manigold. On a parlé pas mal de questions de restauration. Dites bonjour à tout le monde, c'est très bien. Bon restaurateur. Ah bah oui, bon restaurateur. Et justement, on a parlé d'ailleurs de problèmes de recrutement, de main-d'œuvre qualifiée pour votre secteur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est votre carte blanche. On ne sait pas d'ailleurs avec Laure ce que vous allez nous dire. Qu'avez-vous envie de dire aux deux candidats? Écoutez, j'aimerais qu'on parle d'emploi et recrutement, de formation et talent, d'inflation et coûts,
la rentabilité. Et je vais le faire sur 2 scopes. Le premier, c'est les problématiques que l'on a maintenant et les problématiques que nous aurons demain. Et les problématiques de maintenant, c'est le recrutement. Vous l'avez dit, le frein dans notre secteur, c'est 83% des restaurateurs qui ont du mal à recruter. Alors c'est tout le secteur du tourisme, pas que le restaurateur. Intègre l'hôtellerie, les discothèques, les bars, tout le secteur du tourisme. Je rappelle que c'est 8 points de PIB pour la France et plus d'1 million d'emplois directs. Et ça a un impact considérable sur l'ensemble du rayonnement de la France. Et du reste, tout ce qui fait rayonner la France, que ce soit les artisans ou les industriels français, tout ce qui participe au rayonnement de la France, ils ont tout mon soutien. Alors on s'est adapté. Nous avons mis en place une nouvelle politique RH avec des augmentations de rémunération. Pour 48%, nous avons été les premiers à participer à la prime Macron. Près de 750 millions d'euros ont été distribués de prime Macron pour l'ensemble du secteur. 54% des cas, nous nous sommes adaptés sur les horaires, puisqu'on nous a indiqué que les horaires étaient un problème. Simplement, chacun pourra constater qu'on déjeune entre midi et 2 et on dîne entre 19h et 23h. Donc la limitation de l'adaptabilité des horaires, elle est quand même assez restreinte dans notre secteur. Puis, il faut encourager davantage évidemment la formation des plus jeunes. Dans le secteur du tourisme, nous avons plus de 400 métiers différents. C'est formidable. Chacun peut y trouver sa place. C'est un escalier social incroyable. Et je pense que nous devons, nous tous, nous réconcilier avec, au fond, nos salariés qui voient un peu le patron comme le grand riche. C'est une vue très caricaturale que j'ai vécue d'ailleurs dans une autre vie. Il faut sortir de cette vue caricaturale. Je crois que dans mon secteur particulièrement, le moins bien payé aujourd'hui, c'est le patron. C'est celui qui travaille le plus et c'est celui qui est le moins bien payé. Donc ce qu'on attend aussi, c'est qu'on remette aussi, je dirais, cette énergie au sens noble du terme. Puis il y a l'inflation, les coûts, ça c'est immédiat. Le choc énergétique a été puissant. L'énergie a fortement augmenté, les matières premières également, et puis les salaires. Eh bien ces 3 postes-là conduisent demain à avoir, si rien n'est fait, une casse assez massive. Et on le voit, des jolis groupes de restauration à Paris qui ferment. On peut déplorer qu'en se baladant dans Paris ou dans les grandes villes de Marseille, je prends l'exemple de Marseille pour sortir un peu de Paris, vous prenez de la gare Saint-Charles jusqu'à l'hôtel, j'ai plus son nom, il m'échappe, eh bien un commerce sur 2 est fermé. Donc ça veut dire que le commerce de proximité a reculé. Je vous entendais parler tout à l'heure du télétravail. Eh bien, le télétravail est la conséquence directe de l'impact sur nos chiffres d'affaires. Un chiffre, 30%, c'est l'augmentation du tourisme versus 2022 à Paris-Île-de-France. Plus 30% de tourisme, ce qui veut dire que, logiquement, ça doit avoir des retombées extraordinaires pour les restaurateurs. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les hôtels sont pleins et les restaurants, eh bien, pour certains, pour une majorité, retrouvent des problématiques de clients. Alors, c'est le télétravail, évidemment, et c'est aussi un manque de confiance. Alors, qu'allez-vous Stéphane, vous aussi, mettre en vous avez place un temps de parole. Ah, moi aussi. Vous aussi, vous êtes limité. Donc, la vente emportée a progressé. En revanche, la consommation sur place a baissé. Nous devons regagner la confiance des Français. D'ailleurs, je porte une proposition, j'espère que vous la soutiendrez. C'est que la norme, c'est le fait maison dans un restaurant. L'exception, c'est l'industriel. En gros, le consommateur doit savoir quand il mange surgelé, industriel, il doit le savoir. Voilà. Dominique Carlac, comment vous pouvez répondre à ces préoccupations, ces angoisses presque de ce secteur ? Alors, la première chose sur laquelle j'ai envie de réagir, c'est quand vous avez dit le moins payé, c'est le patron, mais il est motivé. En fait, moi, ça m'est arrivé. J'ai créé mon emploi quand j'ai créé mon entreprise. Donc, oui, je sais que parfois, parfois on a de frustration. Pourtant, on est motivé parce qu'on a une vision. On a une vision. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ces quelques points de votre discours. C'est dans une entreprise de restauration que j'ai trouvé mon idée de l'apprentissage senior. Pourquoi ? Parce que j'ai vu cette mue du monde du travail où il y avait des gens qui venaient de l'électricité industrielle et qui avaient envie de devenir cuistots, qui avaient envie de devenir cuisiniers. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même il y a de l'attractivité dans ce métier et donc il peut y avoir des solutions et ce ne sera pas forcément que les jeunes qui rentreront dans ce métier et c'est pour ça que j'ai pensé cette idée d'apprentissage senior.
La troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est oui, il y a la question des salaires et on sera à peu près tous d'accord qu'aujourd'hui, les charges sur les salaires des classes intermédiaires nous empêchent de faire progresser nos salariés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur les bas salaires, mais malheureusement, les hauts salaires nous empêchent de donner des progressions qui motivent le plafond, qui empêche les gens d'être motivés à progresser. Alors la dernière chose, je suis complètement d'accord avec votre proposition, parce que j'ai proposé, dans le cadre de ma campagne, de faire au MEDEF une commission consommation, qui permet de prendre le pouls du consommateur, de ses évolutions sociologiques et qu'on comprenne qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend pour qu'on se dise, c'est quelque part, c'est la queue qui remue le chien, c'est le consommateur qui va organiser aussi, dans une certaine mesure, notre performance. Alors restez avec nous. On va entendre la réaction de Patrick Martin. Vous allez avoir la publicité pour réfléchir, mais on redonnera un petit point à Dominique pour que ça soit totalement équitable. On fait très très attention. On fait une petite pause et on revient. Rendez-vous sur BFM Business. Tous les mercredis, retrouvez toutes les entreprises de taille intermédiaire finalistes des Grands Prix BFM Business des ETI. Les 6 lauréats seront révélés lors de la cérémonie du lundi 11 septembre en direct sur BFM Business. En route vers les Grands Prix des ETI, tous les mercredis à 17h55 sur BFM Business. Les Grands Prix BFM Business des ETI avec Banque Palatine. Être partenaire, c'est relever ensemble des défis. « 2014 dans le Périgord. Éric est patron d'une entreprise de charpente, son affaire tourne bien, et avec ses 6 salariés, tous ensemble, ils forment une vraie famille. Jusqu'au jour où... Le lundi 7 avril, Marc, l'un de ses salariés, est victime d'un accident mortel en rentrant d'un chantier. Le choc. Éric pense immédiatement aux enfants de Marc et à leur avenir. 1 an plus tôt, suite à un rendez-vous avec sa conseillère Swiss Life, il a heureusement choisi pour ses salariés une prévoyance qui intègre une rente éducation. Les enfants de Marc ont pu poursuivre leurs études et décider de vivre leur vie selon leur propre choix. Jusqu'au jour où, un programme Swiss Life. Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine personnalisé. Mourad a été soigné en mer. Esther a accouché en mer. Alex est né en mer. Comme eux, plus de 32 000 personnes en détresse ont été secourues par SOS Méditerranée. Nous avons besoin de vous. Répondez à ce SOS. Votre don est vital pour sauver des vies. Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablette et smartphone. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, IMO, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous. Moins de charges pour installer vos bornes, plus de trafic dans vos garages. Moins de charges pour installer vos bornes, plus de clients dans vos concessions. Moins de charges pour installer vos bornes, plus proche des besoins de vos élèves. Professionnels des services de l'automobile et de la mobilité, devenez acteurs de l'avenir. Découvrez nos primes et inscrivez-vous à nos formations pour l'installation de bornes de recharge sur autoadvenir.fr. Advenir, devenez acteur de l'avenir. Le débat du BDF reprend donc à 18h41 et on attend avec impatience la réponse de Patrick Martin aux préoccupations d'un représentant du secteur de l'hôtellerie et de la restauration de l'UMIH Grand Paris, Stéphane Manigold. Patrick Martin. Je vais commencer par un clin d'œil en disant que c'est une profession qui, à titre personnel, m'est chère. Mais je vais peut-être assombrir encore le tableau en disant qu'il y a également, Stéphane, une dimension territoriale. Parce qu'en province, il y a des villages, il y a des petites localités qui vivent essentiellement de l'existence d'un restaurant et ça crée du lien social. Par rapport à tout ce qui a été dit, moi je voudrais, en termes de solutions, ou d'identification de problèmes, je voudrais pointer également tout ce qui touche à l'urbanisme, singulièrement à Paris, quand on voit les contrôles tatillons et les taxations qu'il y a sur les terrasses, par exemple. Il faudrait que nos élus locaux, pour un certain nombre d'entre eux, comprennent mieux
que la restauration, l'hôtellerie de la même manière sont des facteurs d'attractivité, avec d'ailleurs des effets de ruissellement, je crois qu'on dit comme ça maintenant, y compris sur les autres commerces. Bon, il est évident que le MEDEF, qui a déjà avancé en créant un comité Destination France, embrassant les professions de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme d'une manière générale, le transport de voyageurs y compris, devra aller plus loin parce que c'est un atout extraordinaire de la France. Que faire de plus que ce que votre profession a déjà fait en termes de revalorisation salariale, qui est assez remarquable, en termes d'aménagement des horaires de travail? Et moi, je vois ici et là qu'effectivement, il y a eu des avancées considérables, mais on déjeune à midi, on dîne le soir, je suis assez d'accord. Je pense que c'est sur l'attractivité de la profession également qu'il va falloir travailler. J'évoquais tout à l'heure les lycées professionnels, j'évoquais les WorldSkills. Enfin, c'est un métier magnifique qui crée du lien humain, c'est un métier de service, mais ça va bien au-delà, c'est un métier de rayonnement. Merci beaucoup, vous êtes parfait. Je ne sais pas comment vous départager. 10,59 pour les deux candidats. Allez, il est l'heure d'entamer notre deuxième partie. On va parler compétitivité. Nous réfléchissons évidemment à de nouvelles usines aux États-Unis. Vous savez que nous en avons déjà deux. Une au Canada qui fait l'objet de quelques discussions avec le gouvernement canadien. Une autre aux États-Unis. Et nous savons que nous allons avoir besoin d'une troisième, voire d'une quatrième. Évidemment que le IRA américain crée des conditions très favorables. Voilà, vous venez d'entendre Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. Bon, il prend pas de gants, hein, Carlos Tavares. Il dit en gros, je vais là où il y a les subventions. Il n'y a pas de raison que j'aille pas aux États-Unis. Si les États-Unis m'appellent, on va faire l'état des lieux de la désindustrialisation de l'économie française et les remèdes proposés du côté des États-Unis et du côté de l'Europe avec Nathan Cocampo. Alors Nathan, cette désindustrialisation, quel état des lieux? Alors la France est le pays de l'Union européenne qui s'est le plus désindustrialisé depuis les années 70. 600 usines ont dû fermer entre 2008 et 2016. On est passé de 5,7 millions d'employés dans l'industrie en 1974 à 3 millions en 2019. Alors aujourd'hui, l'industrie manufacturière est passée sous les 10 points de PIB. En comparaison, l'Allemagne, c'est 20% et la moyenne européenne est de 15%. Alors pour réindustrialiser le pays, la course est lancée et les Américains ont frappé fort avec l'Inflation Reduction Act. L'IRA, c'est 370 milliards de dollars de subventions sur 10 ans pour accélérer le secteur des véhicules électriques et des énergies renouvelables, avec notamment des crédits d'impôt ciblés. Et ça fonctionne, exemple avec l'allemand BMW qui a déjà annoncé 1,7 milliard de dollars d'investissement dans le pays pour construire des usines de batteries électriques. La contre-attaque européenne, c'est le Net Zero Industry Act, simplification des procédures, soutien à l'investissement dans les technologies bas carbone. Et la semaine dernière, une nouvelle brique a été ajoutée avec le programme STEP et 160 milliards d'euros mobilisés à partir de fonds existants, une enveloppe à laquelle il faut ajouter les plans nationaux. Merci Nathan. Alors Dominique Carlac, la désindustrialisation ne s'est pas arrêtée, hein, malgré le CICE, malgré la baisse des impôts de production. Qu'est-ce qu'on a raté? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une politique industrielle ambitieuse. En fait, la conviction que j'ai, c'est qu'on n'aura pas une économie forte sans une industrie forte. Et on n'aura pas une industrie forte sans une ingénierie forte qui permet de penser par nous-mêmes nos usines, nos process, nos produits. Or, quand on fait face à deux capitalismes d'État, que sont le capitalisme d'État américain, avec l'IRA qui était cité dans le reportage, et avec le capitalisme d'État chinois, il ne faudrait pas qu'on reste naïfs et les nains sur cette planète. Il nous faut véritablement une politique industrielle ambitieuse. Et aujourd'hui, ce à quoi on est tous confrontés, en tout cas les entreprises de l'industrie, c'est une réglementation qui est complètement anti-performance industrielle. C'est-à-dire qu'on a une réglementation qui met en avant le principe de précaution ou de vigilance au lieu de mettre en avant le principe d'innovation ou de sobriété. Je prends un exemple concret. L'exemple concret, c'est de se dire, si je veux faire une ferme solaire en France, aujourd'hui, il me faut 14 permis. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va faire ni la transition industrielle énergétique, ni la révolution. Ça se passera ailleurs, comme ce que citait M. Tavares tout à l'heure. Un autre exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, dans le secteur des dispositifs médicaux, 80% des chefs d'entreprise de ce secteur disent « Moi, je renonce à mettre de nouveaux produits sur le marché parce que j'ai beau investir des millions dans la recherche et dans le développement,
pour mettre sur le marché mes produits, il me faut 3 ans en France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces produits innovants, industriels, vont d'abord être commercialisés aux États-Unis, parce que c'est plus facile de soigner les petits Américains avec nos solutions innovantes. Ceci n'est plus possible, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé une commission réglementation compétitive dans mon programme. Karine Rossignol, qui est en coulisses, la cofondatrice, la directrice générale de Smart Immune, doit écouter avec intérêt ce que vous venez de dire sur la difficulté, effectivement, de lancer des produits en France. On en parlera avec elle. Elle, c'est la première boîte dans laquelle a investi la Fondation Gates en France. Ouais. Elle sera effectivement avec nous tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, elle va nous expliquer. Mais ça n'a pas été facile. Patrick Martin, est-ce que notre problème de compétitivité en France, c'est un problème de normes, c'est un problème de délai? C'est à ça que ça se joue? Alors d'abord, moi j'en parle d'expérience en praticien, puisque une partie de mon activité est industrielle et nous sommes confrontés à des concurrents japonais, coréens, chinois, hollandais, donc je souffre dans ma chair. Le premier sujet, je ne le développe pas de nouveau, c'est la formation. Il y a des études, notamment de Patrick Artus, qui sont extrêmement intéressantes et imparables. Les pays les plus performants en termes de création de richesse et sur le plan social, notamment dans l'industrie, sont les pays qui ont le meilleur niveau de qualification. Le deuxième facteur, c'est que notre industrie va être de plus en plus qualifiée. Elle ne pourra pas se redévelopper si elle ne va pas vers la qualification, vers la qualité, vers l'innovation. Ça envoie à des salaires qui vont être plus élevés. Et là, on sait qu'on a un problème de compétitivité, singulièrement avec l'Allemagne, sur tous les salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Le troisième élément, c'est effectivement la réglementation. On vit un délire normatif au niveau européen, au niveau français. Juste pour illustrer mon propos, au titre des substances chimiques, certains produits vont être interdits de production. Ça va déjà pénaliser les chimistes qui les produisent. Mais au même moment où d'autres secteurs d'activité sont tenus d'utiliser ces produits, notamment dans la santé. Donc on voit les incohérences que ça occasionne. Il faut véritablement enrayer et faire refluer ce délire normatif. Patrick Martin, vous parlez d'un délire normatif. Vous avez entendu le regret de Geoffroy Roux de Bézieux, le président sortant, qui disait qu'un de ses regrets, on parlera du deuxième tout à l'heure, le premier, c'est de ne pas s'être suffisamment battu à Bruxelles contre... Alors, je continue et puis je réponds à votre question, si vous voulez bien. Bon, sur les impôts de production, on a bien avancé. Ça a été un combat, croyez-moi, c'était un combat d'obtenir ces 18 milliards de baisse d'impôts de production. Moi, je pense qu'on peut et qu'on doit aller chercher 20 milliards de baisse supplémentaires qui ne nous ramèneraient que dans la moyenne européenne et encore très loin des Allemands. Et puis, il y a le sujet fondateur pour beaucoup de nos industries, et pas que pour nos industries, ça a été évoqué tout à l'heure pour la restauration, qui est celui à la fois de la disponibilité et du coût de l'énergie. Parce qu'en même temps que les Américains développent très puissamment leur programme IRA, le prix de l'énergie aux États-Unis demeure de 3 à 4 fois inférieur à ce qu'on trouve en Europe et en France. Donc il faut être très déterminé pour relancer la filière nucléaire. Il faut se garder d'interdire prématurément l'utilisation du gaz. C'est une aberration, surtout si on parle du biogaz. Et pourtant, c'est parti pour. Et puis, il faut que nous simplifions les procédures administratives et que nous fléchions des financements vers l'énergie, notamment vers les énergies renouvelables. Si on remplit ces différents critères, oui, je pense que nous pouvons, parce que nous devons nous réindustrialiser. Est-ce qu'on met plus de gens à Bruxelles, comme le souhaite Geoffroy Roux de Bézieux? On disait que c'était un de ses regrets. C'est là où il faut en fait faire du lobbying. Alors, on a déjà bien progressé, mais ce qui est édifiant, c'est de constater qu'il y a par exemple 5000 lobbyistes ONG, c'est un statut officiel, celui de lobbyiste à Bruxelles, et il y a 500 lobbyistes entreprises. Donc oui, ça fait partie de mon programme. Ça va même au-delà. Moi, j'ai bien prévu d'installer une vice-présidence Europe pour bien marquer les esprits, pour veiller à ce que sur tous les dossiers que nous traitons, et Dieu sait s'ils sont nombreux, il y a ce prisme, cette grille de lecture, ce filtre européen. Et oui, il faudra renforcer nos équipes là-bas, quantitativement et qualitativement. Alors tout à l'heure, Dominique Carla, vous parliez d'un capitalisme d'État chinois et américain, c'est un peu surprenant. Est-ce que vous appelez de vos voeux un capitalisme d'État en France? On voit effectivement l'État qui commence à dire quels sont les secteurs d'avenir, là où il faut investir. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État? Est-ce que vous êtes une entrepreneuse illibérale? Je pense qu'il faut d'abord prendre nos responsabilités, nous, chefs d'entreprise. Ce qu'on vient de dire là sur l'Europe, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pendant 5 ans, pendant 10 ans à Bruxelles? On n'a pas été très présents. Quand on compare ce que fait le BDI, notre homologue allemand, ils sont bien plus présents que nous à Bruxelles. Mais ce n'est pas qu'une question de moyens et de bureaux, c'est une question d'organisation interne. Nous sommes 100 fédérations dans le MEDEF, 99 exactement. Tout le monde a des problèmes avec la réglementation européenne. Que vous soyez chimiste, que vous soyez dans l'agroalimentaire, que vous soyez banquier, que vous soyez assureur, tout le monde a des problèmes avec cette réglementation européenne. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on fasse une commission en continu, avec une feuille de route qui vient de nos rangs,
pas simplement un bureau, mais qui vient des chefs d'entreprise, des têtes de file de nos différents métiers, et qu'on ait une feuille de route avec des objectifs qui consistent à se dire comment on propose une feuille de route à un État qui n'est plus stratège, à un État dont la réglementation consiste à distribuer des bons points ou des mauvais points, à dire ce qui est blanc, ce qui est noir, ce qui est vert avec des taxonomies, mais qui en rien ne font la transition. Alors que nous sommes la solution, alors que si vous prenez toutes nos fédérations, quand vous parlez transition énergétique, nous avons toutes les fédérations pour proposer des choses. Donc nous devons prendre nos responsabilités et organiser le MEDEF en ce sens avec tous les adhérents du MEDEF sur les sujets. Si vous voulez parler de transition alimentaire, vous allez avec l'ANIA, vous allez avec le SNAR, vous allez avec toutes les fédérations concernées, en proposant des feuilles de route et en ayant des rendez-vous réguliers. On est là sur une question de fond, à savoir d'où doivent venir les idées. Un petit peu, vous dites c'est de l'entreprise que ça doit remonter. Aujourd'hui, c'est quand même l'État qui définit quelles seront les filières d'avenir, où est-ce qu'il faut investir. Oui, mais... C'est l'hydrogène. Est-ce que vous avez l'impression parfois, l'un et l'autre, que l'État va trop loin dans sa vision de l'industrialisation de la France? Est-ce que c'est son rôle ou pas? Ou est-ce que finalement, on n'entend pas assez l'entreprise? En fait, nous sommes candidats à l'élection de la présidence du MEDEF. On n'est pas candidat à la présidence de la République, donc ni à un poste ministériel. Donc nous, ce sur quoi vous nous interrogez, c'est quel est votre rôle et qu'est-ce que vous comptez faire. Donc on prend notre responsabilité. Il donne la feuille de route, mais justement, on doit un tout petit peu l'accompagner, l'orienter et éventuellement le réorienter quand ça ne prend pas la bonne route. C'est ce que j'appelle un MEDEF d'autodétermination. Et Patrick Martin, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne évolution ça, sur la planète, cette régionalisation, la fin de la globalisation qui a apporté quand même beaucoup de pouvoir d'achat et de développement économique? Est-ce que ce rétrécissement de votre champ de vision et celui des différents États est un problème ou pas? Ça n'est pas de notre fait, et c'est un fait. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut bien s'y adapter. Ça ne m'empêche pas d'être définitivement libéral. Je pense que, particulièrement en matière de négociation de nouveaux accords de libre-échange, il faudra qu'on aille plus loin. On voit qu'avec le Canada, ça donne d'excellents résultats. Mais après, ça suppose que nous gagnions en souveraineté, certainement pas d'une manière, étriquée, nationaliste, encore moins nationaliste, hein, mais il y a un certain nombre de domaines stratégiques où on sait qu'il va falloir le plus vite possible nous émanciper d'une forme de tutelle plus ou moins bienveillante, que ce soit des Chinois, des Américains, ou si on parle d'énergie, des Russes. On a vu le résultat. Et donc, il faut flécher des investissements massifs vers les technologies d'avenir, celles qui d'ailleurs nous permettront de relancer notre industrie. En fait, les moyens existent, les moyens financiers existent. Le MEDEF a contribué à objectiver ce débat qui, comme bien souvent en France, était dans les limbes, avec des noms d'oiseaux, des postures, des dogmes et des sectarismes. C'est 40 à 50 milliards d'euros que nos entreprises vont devoir investir annuellement en plus dans les prochaines années pour se décarboner. La solution, où est-elle? Il faut enfin, et là aussi je parle de dogme, de sectarisme et de débats nébuleux, il va falloir enfin qu'on lance des fonds de retraite par capitalisation. On sait très bien que c'est notamment par ce biais que certains pays, y compris dans le nord de l'Europe, financent leur économie sur des investissements longs et sur des investissements à risque que d'autres types de financements ne peuvent pas couvrir. Et puis, il va falloir que l'État devienne plus frugal. Je ne sais pas si vous avez en tête que l'assurance vie, en France, c'est quasiment une année de PIB. Quand on regarde... 2 à 3 000 milliards, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand on regarde à quoi est utilisée cette assurance vie, elle est majoritairement fléchée vers le financement de la dette publique. Eh bien, cet argent, qui est de l'argent long, pourrait être aussi bien et mieux fléché vers le financement de l'économie et singulièrement vers la décarbonation. Attendez, on sort d'un débat sur les retraites quand même relativement houleux. Là, vous lâchez le mot fonds souverain. C'est la prochaine étape. Vous avez l'impression que la France est prête là Fonds de pension même. Je n'ai pas spécifiquement parlé de fonds souverain. Un fonds souverain, c'est un fonds public. Fonds de pension. Mais ça existe partout dans le monde. Ça existe dans le public. Oui, enfin, c'est quand même assez incroyable. C'est épidermique, mais oui, mais c'est en ça que je dis que le MEDEF doit contribuer à objectiver les débats, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Comment se fait-il que certains qui se portent très bien d'avoir dans le secteur public des fonds de retraite par capitalisation, par principe, et sans véritablement l'expliquer, s'opposent à ce que ça existe dans le secteur privé? Je ne le comprends pas, il faut aller au bout de l'explication. Alors on fait une courte pause pour retrouver ensuite l'une des stars de la French Tech et des biotech, c'est Carrie Rossignol, la cofondatrice directrice générale de Spartimmune, c'est une sorte de camp d'entraînement pour cellules. On vous explique tout ça dans quelques instants.
Salut à tous, c'est Le Tone en direct de Viva Technologies. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Mobilize, qui veut rendre la mobilité plus durable. Mobilize crée des solutions clés en main qui vont faciliter la transition vers une nouvelle mobilité et principalement vers véhicules électriques. C'est pour ça que nous créons Mobilize V2G, Vehicle to Grid. L'idée, c'est que la voiture va permettre de distribuer l'énergie de la batterie vers ta maison et le réseau électrique. C'est complètement facile et automatique. D'accord. La voiture va se charger au moment où l'énergie est la moins chère, par exemple en pleine nuit, Ouais. et au contraire, au moment où il y a le plus de demande d'énergie, la voiture va réinjecter l'énergie tout d'abord dans la maison pour alimenter ton four, ton chauffe-eau, mais aussi être revendue dans le réseau et générer des bénéfices. Non mais t'es en train de me dire qu'on peut se faire du fric avec l'électrique, avec sa propre voiture? C'est exactement ça. Merci Alain pour cette démonstration prie. très intéressante. Ça vous tente ou pas? Moi oui en tout cas. Avec Clicoon, soyez alertés au quotidien des appels d'offres publics qui concernent votre entreprise et offrez-lui de nouvelles opportunités de développement. Clicoon, spécialiste des appels d'offres dématérialisés. Tout le monde aime passer du temps à la piscine, sauf pour la nettoyer. Voici le Seagull Pro, le robot de nettoyage sans fil sophistiqué et simple à utiliser. Le Seagull Pro grimpe même au mur. Pour votre piscine, c'est le compagnon idéal. Est-ce que Nico a proposé à François de s'installer chez lui parce qu'avec Allianz, il a une bonne assurance habitation? Non. Il s'est juste dit qu'il était temps de s'installer ensemble. Bon, heureusement, il a une bonne assurance habitation. Avec l'assurance Habitation Allianz, protégez votre logement contre les aléas du quotidien. Alliance, avec vous de A à Z. Hey, les employés de bureau, vous pensez que vous êtes vraiment des rockstars? T'es une rockstar, c'est toi la rockstar. Sérieux, arrêtez d'appeler vos collègues des rockstars. C'est génial d'utiliser Workday pour transformer votre business. Mais ça fait pas de vous des rockstars. À moins de travailler avec une vraie rockstar. Eh, moi c'est Oswald. Hello Oswald. Pam, tu es une rockstar. J'allais pas le dire. Le débat du MEDEF continue entre les deux candidats, Patrick Martin et Dominique Carlac. On était en plein débat sur la souveraineté. C'est l'heure de la carte blanche avec Karine Rossignol qui va nous rejoindre. Karine Rossignol qui a monté une start-up qui est un camp d'entraînement pour les cellules. On appelle ça un bootcamp. Venez Karine Rossignol nous rejoindre sur le plateau. Et oui, un bootcamp pour les cellules pour qu'elles puissent être plus résistantes à toutes les attaques. Vous êtes Karine, la première start-up dans laquelle la Fondation Gates, alors je le répète parce que je trouve que c'est important, a investi en France. C'est votre carte blanche. Merci. Merci pour cette invitation et bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes la première société dans laquelle la Fondation Gates a investi. Et du coup, c'est peut-être une bonne façon de parler de compétitivité et d'innovation. On a la chance dans ce pays d'avoir un enseignement de toute première qualité et une recherche fondamentale exceptionnelle. Aujourd'hui, il n'y a pas encore suffisamment de start-up qui valorisent les travaux de cette recherche. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a encore trop de murs entre recherche fondamentale et entreprise. Et là, en représentant une partie de ces TPE qui œuvrent pour l'innovation, j'ai envie de demander au MEDEF, mais comment peut-on effectivement décloisonner, rapprocher les entreprises de ce monde de la recherche? Aujourd'hui, on sait qu'il y a seulement 12% de doctorants en entreprise. Ils ont plein de choses à apporter. On parle de diversité, pas seulement de femmes, mais aussi de formations complètement diverses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir ces talents dans nos entreprises? En termes de compétitivité, et là c'est peut-être aussi l'exemple de la Gates qui me fait dire ça, on a encore besoin de changer l'image de la France, en tout cas dans le domaine de la santé et de la recherche à l'étranger. Et ça c'est vrai effectivement que pour être compétitif, on a besoin d'attirer les talents, de les garder, de les empêcher de partir, mais aussi de les faire venir. Et donc là, on va parler d'innovation, donc de propriété intellectuelle, de création de valeur économique. Donc ça, il y a un écosystème qui est vertueux à condition qu'on arrive à faire fonctionner les trois trépieds, je dirais, les entreprises, la recherche et les pouvoirs publics, et puis les utilisateurs. Donc comment on peut décloisonner tous ces mondes, plutôt que de les mettre les uns contre les autres? Alors comment on décloisonne et effectivement comment on donne du souffle à ces entreprises
tellement innovantes qu'elles attirent les regards bienveillants des investisseurs américains. Dominique Carlac. Alors, merci pour ce témoignage, parce que vous résumez à peu près tout ce qui est devant nous, côté MEDEF, pour répondre à certaines de vos interrogations. Alors, le concept de la triple hélice, qui vient de Harvard et du MIT que vous venez de citer, qui est on a une économie forte et une recherche forte quand on a la triple hélice qui tourne avec le monde de la recherche, le monde des institutions et le monde des entreprises. À partir de là, moi, ce que j'ai proposé dans mon programme, c'est de se dire, voilà, nous, on a 119 territoires. Ces 119 territoires sont partout sur des bassins où il y a de la recherche. Et la recherche publique, technologique, médicale, scientifique en France est excellente. On produit pas mal de prix Nobel. Il faut donc que nous, qui représentons les entreprises et qui sommes implantés sur les territoires, on puisse se dire dans quelle mesure on peut faire des partenariats avec, par exemple, les SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie, le CEA, on en a déjà un, mais il faut que ça produise du résultat. L'INSERM, par exemple, est un indicateur qui pourrait être pertinent pour nous au MEDEF, c'est-à-dire combien, en 5 ans, on crée de laboratoires communs entre les entreprises et les laboratoires de recherche. Et le deuxième objectif qu'on doit avoir, nous, au MEDEF, parce qu'on ne va pas se substituer non plus à une politique de recherche, c'est de remettre une commission entrepreneuriat dont la finalité n'est pas forcément que la création d'entreprises, mais surtout ce qu'on dit en mauvais français, le scaling up. Faire grandir les entreprises. Ça, c'est notre métier à partir du moment où on accompagne ce binôme entre recherche publique, ou recherche privée d'ailleurs, et entreprises dans nos territoires. On entend, Patrick Martin, la difficulté des écosystèmes à se parler, en fait. Oui, je suis moins négatif que ça, parce qu'on a des clusters, des pôles de compétitivité qui marchent bien, y compris en matière d'innovation. Ce qu'on a pu voir au Bourget sur la filière aéronautique, qui est probablement la mieux structurée et la plus solidaire de toutes les filières, c'est quand même extrêmement encourageant. Je pense qu'on a également beaucoup progressé sur le financement des startups, le financement de l'innovation, même si ces derniers mois, il y a un tassement, mais c'est vrai d'une manière générale, quels que soient les segments des fonds d'investissement. En fait, il faut qu'on développe des logiques à la fois de filière et des logiques territoriales. C'est comme ça que ça marche. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Moi, j'ai vécu cruellement l'expérience d'une biotech à Montpellier que j'ai essayé d'aider et en fait qui s'est cassé le nez parce que du côté des pouvoirs publics, il y a tellement d'interlocuteurs avec des délais de réaction qui sont tellement longs et des incohérences d'un interlocuteur à l'autre qu'à la fin des fins, cette start-up où il y avait quand même 120 chercheurs, dont certains de très haut niveau, des doctorants notamment, et même un prix Nobel, a fini par capoter. Donc il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans le décloisonnement entre le public et le privé. Soit dit en passant, l'histoire du crédit d'impôt recherche revient comme chaque année dans le cadre du projet de loi de finances. Vous n'ignorez pas que ça démange l'État d'exclure, en tout cas de moins prendre en compte les dépenses de recherche qui sont assumées par des doctorants, ce qui est une hérésie. Et si vous prenez le bouquin de Jules Julia sur l'intelligence artificielle n'existe pas, il explique pourquoi il a quitté le CNRS. Parce qu'il considérait que c'était totalement administré au sens le plus péjoratif du terme et qu'on ne laissait pas à la créativité, on ne laissait pas à l'interdisciplinarité la possibilité de se développer. Donc, occupons-nous déjà du CNRS. Le CEA, je suis très confiant parce que pour avoir signé une convention avec CEA Technologies, je vois à quel point ça SM dans nos territoires. Moi-même, ma filiale industrielle à Toulouse en bénéficie sur des sujets liés à l'hydrogène, mais on a encore beaucoup à faire. Dominique Carlac, effectivement, ça fonctionne au départ dans la French Tech, on le voit, mais après, ça coince, soit parce que les salaires ne sont pas assez élevés, soit parce que ensuite les fonds qui peuvent apporter des montants importants, une fois qu'on a développé le début des startups, on n'a pas tout ça en France. En fait, le système financier de la recherche et du développement des entreprises de recherche et d'innovation, en France, il est très bon sur ce qu'on appelle le early stage, les premières étapes. Vous trouvez facilement à vous financer, à créer votre entreprise dans le early stage. Le problème que l'on a, c'est le système de financement, qu'il soit public ou privé. Dans les deux cas, on a cette espèce de vallée de la mort quand on est une start-up qui est comment je monte en puissance industriellement. Et là, malheureusement, les solutions ne sont généralement pas en France. Et si on reprend votre secteur, madame, effectivement, la moitié des deals à forte valeur ajoutée se font avec les États-Unis. Vous confirmez, Karine Rossignol ? Non seulement je confirme, mais nous, on est par exemple invité par le California Institute of Regenerative Medicine, qui est une émanation de l'État californien. Et pour nous attirer, nous propose de prendre en charge la moitié des essais cliniques. C'est extrêmement important. Ça, c'est la chose en plus. Quand on parlait de... Moi, il y a une chose qui est... Mais c'est propre aux toutes petites entreprises de l'innovation. Nous, on a besoin d'agilité. Et aujourd'hui, le temps des pouvoirs publics et de temps en temps, le temps des grands groupes sur les collaborations n'est pas celui
On est en compétitivité féroce. La recherche, je pense que je ferai sourire tout le monde, mais c'est vrai, c'est un domaine extrêmement compétitif. Il faut être les premiers. The winner takes it all. Donc si vous allez trop tard, on perdra tous les atouts que la France peut développer. La valeur économique et les emplois, pardon. Et effectivement, un petit peu de retard, vous pouvez répondre. Effectivement, les mots-clés que vous venez de donner, c'est que 100% des échecs se résument en 2 mots, trop tard. Trop tard parce qu'en fait, aujourd'hui, dans votre secteur singulièrement, si vous ne prenez pas en charge et vous n'accélérez pas les essais cliniques, ça sera toujours d'autres entreprises qui mettront sur le marché des solutions innovantes. Or, aujourd'hui, on a toutes les technologies pour accélérer. Simplement, on n'a pas le raisonnement de l'acteur public qui dit, ben oui, pour développer, c'est long dans les biotech et il faut accompagner longtemps. Et c'est pour ça que j'ai proposé, moi, dans mon programme, une réforme, en tout cas une réflexion du MEDEF sur la doctrine de la concurrence en Europe. Parce que, au prétexte qu'il ne faudrait pas créer de concurrence trop forte en pré-industrialisation, on ne finance pas des choses qui se mettent près du marché. Donc ça, c'est pas normal, parce que du coup, on s'empêche en Europe de créer des champions européens, là où les entreprises américaines et les États-Unis n'ont aucune limite à créer des champions en financement des développements qui vont le plus près possible du marché. Merci beaucoup Karine Rassignol d'être venue nous voir sur le plateau de BFM Business. Le temps, il nous manque du temps aussi pour la question du réchauffement climatique. On va parler d'impact. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Build back better. Blah, blah, blah. Green economy. Blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero, blah, blah, blah. Climate neutral, blah, blah, blah. Vous avez reconnu Greta Thunberg qui accuse les politiques, mais aussi les entreprises de faire trop de blabla pour inverser la course vers l'abîme du réchauffement climatique. Il faudra beaucoup de volonté, d'idées et beaucoup d'argent. Une nouvelle fois, on va demander à Nathan Cocampo de nous parler effectivement de l'état des lieux, des efforts des différents pays sur le réchauffement. Selon le tout dernier rapport Pisani-Ferry, il faut compter 66 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an d'ici à 2030. Rexecode est à peu près dans les mêmes montants. Pour lui, il faut compter entre 58 et 80 milliards d'euros par an, dont 40 milliards rien que pour les entreprises, ce qui représente pour elles environ 10 à 13% d'investissements supplémentaires. Parmi les secteurs les plus concernés, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment ou encore les transports, avec une difficulté majeure, soulignent les responsables patronaux. Contrairement aux ménages qui ont très vite un retour sur investissement, exemple l'achat d'une voiture électrique qui est rentabilisée en 5 ans, ce n'est pas toujours le cas pour les entreprises qui n'ont parfois aucun avantage à la clé. Une entreprise qui utilise du ciment décarboné a juste un surcoût. Alors comment financer cette décarbonation ? Quelques pistes. Orienter plus massivement l'épargne des Français via un fonds à capital garanti sur le modèle de l'assurance vie, ou encore un impôt exceptionnel temporaire pour les 10% des Français les plus aisés. Merci beaucoup Nathan. La transition énergétique, vaste question. Est-ce que les entreprises ont-elles pouvoir à elles seules sauver le monde ? C'est un peu la question. On leur demande beaucoup aux entreprises. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est pas trop, tout simplement, Patrick Martin ? Non, les entreprises sont dorénavant très déterminées. Moi, je ne vois plus dans nos rangs les 190 000 entreprises adhérentes du MEDEF de climato-sceptiques, par exemple. En revanche, j'en vois beaucoup qui se sentent menacés dans leur existence, l'existence de leur entreprise et des emplois. Mais le vrai enjeu, quel est-il ? Il est d'abord de bien considérer que, par exemple, la France, c'est 0,7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour 4% du PIB. Et donc, si on doit aller plus loin, et il faut aller plus loin, il faut savoir que le rendement marginal des investissements décroît. C'est une loi économique, c'est une loi mathématique qui s'est toujours vérifiée. Et donc on ne peut pas demander aux entreprises françaises, dans un laps de temps aussi court que ce qui est prévu, de se décarboner, sans quoi on aura des effets paradoxaux, c'est-à-dire des effets de désindustrialisation, des effets de paupérisation et des effets de fracture territoriale accentuée. Ça veut dire qu'on va parfois trop vite. On va beaucoup trop vite. Moi, je peux vous citer, j'allais dire, une palanquée d'exemples qui vont dans ce sens. Et donc, il faut quand même qu'en amont de toutes ces décisions, il y ait des études d'impact au niveau européen, au niveau français, qui soient beaucoup plus abouties, qui déjà prennent en compte le véritable impact environnemental. Ça n'est pas toujours le cas, mais également les impacts économiques, sociaux, et je le redis,
territoriaux. Sans quoi, on part la fleur au fusil et on rétropédale assez rapidement. Si vous regardez ce qui se passe avec le zéro artificialisation net ou les zones à faible émission, on se couvre un petit peu de ridicule. Il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour savoir, avant le vote de cette loi, qu'elle produirait des effets pervers absolument terribles. Bon, une fois que j'ai dit ça, je crois qu'il y a un virage philosophique à prendre, culturel ou philosophique. Je mets en parallèle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières que l'Union européenne va mettre en place, qui va multiplier les contraintes, qui va lui-même provoquer des effets pervers, c'est-à-dire que là où on veut protéger notre industrie, il y a un risque majeur qu'au contraire on désindustrialise. Et en regard, les Américains, on revient à ça, mettent leur programme de subvention massive, l'IRA, pour encourager les entreprises, encourager les ménages par la même occasion à s'orienter vers la décarbonation. Il y aura des effets d'aubaine liés à l'IRA, il y a toujours des effets d'aubaine dans tous les dispositifs. Mais mon pronostic plutôt préoccupant, et qui se vérifie d'ores et déjà dans les faits par des investissements qui quittent l'Europe ou des capitaux qui quittent l'Europe pour aller vers les États-Unis, c'est que l'approche américaine est la bonne. Et en termes de quantum, en termes de budget consacré d'une part à l'Europe, d'autre part aux États-Unis, finalement on est dans la plaque. C'est pas là que le bas blesse. Alors, Dominique Carlac, beaucoup de questions. D'abord, effectivement, est-ce que les entreprises sont suffisamment aidées dans cette voie, dans la décarbonation? Est-ce qu'on va assez vite? Et est-ce que vous pensez au fond de vous-même? Parce que finalement, c'est une question qui nous prend tous un peu aux tripes. Est-ce qu'on va y arriver? Et si on n'arrive pas, est-ce qu'il faut changer de modèle économique? On va y arriver, et c'est la question que vous posez sur le changement du modèle économique, c'est qu'il ne faut pas opposer économie et écologie, parce que si sauver la planète consiste à mettre des peaux de bêtes et des massues et aller vivre dans des grottes, ça ne va pas fonctionner, ça sera une paupérisation de nos pays. Donc il faut avoir une foi acharnée et le dire au MEDEF dans le progrès signifiant innovation, signifiant investissement et donc libérer certaines charges qui nous empêcheraient dans nos investissements. Et effectivement, il faut quand même qu'on ait tous conscience que, l'innovation, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne change pas du jour au lendemain un système énergétique. On a mis 100 ans à changer 3 fois de système énergétique, que ce soit au 18e, 19e, 20e siècle. On ne va pas mettre 5 minutes à changer de système énergétique. Donc on n'a plus de temps, donc il faut libérer des moyens. Et donc les choses sur lesquelles il faut qu'on aille, nous, au MEDEF. La première chose, c'est que quand on entend parler d'éco-conditionnalité, c'est ligne rouge absolue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ce scandale d'État de l'éco-conditionnalité, qui signifierait que si on veut faire certains projets d'innovation, il faut qu'on démontre qu'on est arrivé avant de partir. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Donc là, il faut s'opposer fermement aux principes d'éco-conditionnalité qui sont demandés par certains partenaires sociaux et organisations syndicales. La deuxième chose, c'est que sur effectivement le mécanisme d'ajustement aux frontières, de carbone aux frontières, il va falloir aller un peu plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on taxerait uniquement les importations de matières premières, mais en réalité, il faut aller sur les produits finis. Parce qu'aujourd'hui, ce qui concurrence nos PME et nos industriels, c'est le produit fini qui vient avec beaucoup de conditions d'industrialisation qui ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et le troisième sujet qu'il faut absolument qu'on installe au MEDEF, c'est qu'on place le sujet de l'eau. Le sujet de l'eau, quand on parle transition climatique, on parle souvent de transition énergétique, mais le sujet de l'eau, il faut vraiment qu'on le mette parce que c'est vraiment un défi qui est à la fois climatique et géopolitique. Dans quelques années, les États se battront pour l'eau. Or, on a les solutions. Pour le coup, on a les solutions et nous, on a des champions de la gestion de l'eau. Mais il va falloir un tout petit peu changer les choses dans la gestion de l'eau et, par exemple, se battre sur le fait qu'on puisse réutiliser l'eau dans les circuits industriels. J'entends le détail de vos propositions, mais la question, elle est philosophique. La question, elle est un peu triviale, mais c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Patrick Pouyanné pour emmener Total vers la transition énergétique? On lui fait confiance ou on le contraint? La réponse est oui. Là, vous dites oui. La réponse est oui. Bien sûr qu'on peut lui faire confiance parce que c'est les entreprises qui mènent les transitions. Ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Et si vous entrez dans une optique décliniste et décroissante, vous serez dans la paupérisation des populations. Ce n'est pas décliniste, c'est le fléchage. Est-ce qu'il faut pousser les entreprises à aller dans un certain sens? Oui, à la fin, il y a des clients et il y a un marché. On dit à Total, mais à Exxon, à BP, à qui que ce soit d'autre, vous arrêtez de produire des hydrocarbures. Est-ce que l'offre alternative existe? Est-ce qu'elle est compétitive économiquement pour se substituer dans l'immédiat ou à très court terme à ce que vous, moi, toi, nous consommons aujourd'hui
en hydrocarbures ou en produits fabriqués à partir d'hydrocarbures. Apparemment, elle l'est maintenant. L'éolien, le solaire ont des coûts de production peut-être inférieurs aux coûts de production de l'électricité nucléaire future. Alors, quel est le délai de mise en œuvre d'un nouvel EPR? Très long. 15 ans. Voilà. 15 ans. Et moi, je ne vous cache pas que je suis très inquiet de l'impasse énergétique vers laquelle on se dirige. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, les décisions, de mon point de vue, totalement précipitées d'interdiction d'utilisation du gaz dans certains usages, industriels ou dans le logement. À un moment donné, il faut quand même qu'on ait la big picture et qu'en responsabilité, les entrepreneurs ayant leur voix au chapitre, on se dise, accordons-nous sur des objectifs, fixons-nous des calendriers raisonnables, volontariste mais raisonnable, et laissons le marché face à la neutralité technologique. C'est nous qui sommes les mieux placés pour savoir quelle est la bonne technologie qui permettra d'aboutir. C'est ce que font les Américains. Hein. C'est ce que font les Américains. C'est la différence. Et c'est ce qu'on n'a pas fait sur l'automobile, soit dit en passant. Donc on a d'une certaine manière sabordé notre filière automobile, avec toute sa sous-traitance, tous les réseaux de distribution en aval, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'au jour où nous importons massivement des batteries chinoises. Nous importons de plus en plus des voitures chinoises. Où est le gain pour le pays? Y compris d'ailleurs le gain en carbone, parce que ces véhicules viennent du bout du monde. Alors qui paye? Qui doit payer la transition énergétique? Est-ce que ce sont les entreprises? Est-ce que c'est, par exemple, comme le proposait Jean Pisani-Ferry, plutôt les riches? Est-ce que c'est une taxe? Est-ce qu'il faut accroître la dette? Il va bien falloir que quelqu'un passe à la caisse, Dominique Herlac. Si à chaque fois qu'on a un problème, on invente une taxe, on n'est pas rendu. Je peux vous le dire que c'est pas comme ça qu'on va faire les transitions énergétiques et écologiques. Donc, qui paye? Nous, on paye déjà pas mal, les entreprises. En fait, on investit massivement. On disait tout à l'heure que ce qu'on a calculé avec Rexecode, vous l'avez signalé, c'est 40 à 60 milliards de plus d'investissements par an par les entreprises. C'est colossal. Donc c'est colossal. Donc ce sont les entreprises qui payent. Simplement, pour pouvoir aller sur l'investissement, à un moment donné, il faut avoir du profit. Vous vous souvenez, Helmut Schmidt en 1974, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc si on veut du profit, à un moment donné, il faut qu'on ait les charges qui soient un tout petit peu allégées, parce que malheureusement, en France, on reste le pays qui est champion des charges dans les pays développés. Donc, il nous faut pouvoir restaurer des marges pour pouvoir investir massivement, pour pouvoir ensuite créer ces objets technologiques et l'emploi qui va avec. Et effectivement, il faut une politique industrielle un peu plus offensive, un peu plus ambitieuse. Patrick Barton, une question sur les ONG et les associations qui s'opposent beaucoup aux entreprises, à la fois dans les assemblées générales, on l'a vu ces dernières semaines, ou sur des projets locaux d'intérêt national parfois. Il y a des sortes de contradictions. C'est l'autre regret de Geoffroy Roux de Bézieux, le président sortant, qui disait qu'il n'avait pas bien su finalement gérer ce dialogue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... effectivement, on voit que c'est de plus en plus radicalisé. Comment faire pour se parler ? Alors, pour y avoir directement participé, je peux vous dire que la bonne foi, la bonne volonté était de notre côté et que pour toutes sortes de raisons, l'immense majorité des ONG s'est dérobée à cette proposition de dialogue en nous diabolisant, peut-être parce que ça en arrangeait certaines. Je voudrais revenir quand même au coût de la décarbonation. Et là aussi, pardon de mettre en avant mon côté praticien. Mon entreprise vient d'investir massivement dans des plateformes logistiques que j'ai voulu aux meilleurs standards environnementaux. Ça s'appelle Bring Very Good. Ça coûte 30% plus cher. J'étais tout content que nous ayons acheté nos premiers camions électriques. On ne m'avait pas tout dit, j'avoue avoir été un peu innocent. Ça coûte 3 fois plus cher pour 4 fois moins d'autonomie. Donc là, on touche la vérité vraie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Il faut quand même laisser un peu de temps au temps et surtout attendre, par exemple pour les engins de travaux publics pour lesquels on veut supprimer la détaxation partielle du gasoil non routier, qu'il y ait des engins de substitution électrique ou à hydrogène. On est dans un monde virtuel actuellement. L'entrepreneur n'aime pas tellement le monde virtuel. Moi, je pense qu'il faut continuer à tendre la main aux ONG et il faut impliquer les syndicats aussi. Moi, j'ai très clairement le projet, il est en toutes lettres dans mon programme, si je suis élu, dès mon installation, de provoquer avec les organisations syndicales, avec les ONG, si elles veulent bien s'y prêter, une espèce de diagnostic partagé, stratégique, en disant, voilà, il faut que nous réconcilions croissance, j'ai dit tout à l'heure que pour moi la croissance était incontournable, et transition écologique. Je pense que les voies et moyens existent, mais si on ne se fixe pas entre acteurs privés, je dirais, une trajectoire, et si d'un commun accord on ne se dit pas c'est possible et voilà comment c'est possible,
on continuera à tourner en rond. C'est intéressant quand même la question des ONG. Vous dites parfois elles sont de mauvaise foi, elles ne veulent pas discuter. C'est aussi... Non, elles ne voulaient pas discuter. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que nous étions de bonne foi et de bonne volonté. Oui, vous. Pas, dit pas forcément complètement de l'autre côté. Parfois, il faut gérer la radicalité du discours et la manière dont il s'impose dans le débat public. Dominique Carlac, comment on fait pour continuer à discuter? Est-ce qu'on dit on ne discute pas, ça peut être une position, ou on continue à amener le dialogue? Moi, j'ai été pendant 5 ans, pendant ce mandat, présidente de la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale, qui s'occupait de RSE et qui travaillait avec beaucoup d'associations. Les derniers travaux qu'on a produits sont un travail qu'on avait intitulé « Signaux faibles ». Et dans Signaux faibles, qu'est-ce qu'on a révélé? On a révélé, 1, le rôle politique de plus en plus attendu vis-à-vis des entreprises. Il y a la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le chef d'entreprise? Et qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais de la boulangerie industrielle, je m'appelle le groupe Le Duf. Mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais? Et du fait de cette attente du rôle politique, il y a sans cesse des responsabilités nouvelles et élargies qui sont affectées aux entreprises. Et à un moment donné, il faut qu'on soit dans le dialogue de pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Il se trouve que, si je sors l'exemple du groupe Le Duf, c'est qu'il y a eu une catastrophe. C'est que face à la radicalisation écologiste, il a abandonné un projet qui devait créer 500 emplois à Liffré en Bretagne. Donc ça n'est pas normal. C'est qu'à un moment donné, effectivement, il faut qu'on se dise, mais pourquoi on est là? Pourquoi on est là communément? On est là pour servir un certain nombre d'usages qui sont la transition alimentaire, qui sont la transition sanitaire. Et voilà, nous, la parole que l'on doit porter aussi au MEDEF, c'est se dire nos métiers traditionnels, c'est les équilibres sociaux, le social, c'est l'économique, avec la souveraineté compétitive qui doit s'installer sur ce mandat 2023-2028, et qu'on installe un pilier dans la gouvernance du MEDEF qui s'appelle transition et transformation, pour que nous puissions clamer haut et fort que nous sommes les solutions et nous ne sommes pas le problème. Alors, un chef d'entreprise qui est très présent sur ces sujets, vous avez écouté, c'est la carte blanche tout de suite d'Éric Delannoy. Éric Delannoy qui nous rejoint, qui est un habitué de BFM Business. Vous avez écouté avec attention les questions sur l'impact. Qu'est-ce que vous avez retenu, Éric? Alors, j'ai retenu des expressions, tout à l'heure notamment, une croissance vraiment responsable. J'ai retenu l'importance de la RSE dans le discours de Mme Carlac. Et pourtant, quand on regarde les sondages, 70% des salariés trouvent que les entreprises font beaucoup, mais font un minima. Et alors qu'elles estiment toutes qu'il faudrait faire beaucoup plus. Ça, c'est le premier point. Donc, moi, ma question, il y a une question assez simple, c'est comment on peut croître indéfiniment, puisqu'on parle beaucoup de croissance aujourd'hui, tout en respectant les limites planétaires. Comment on fait, en fait, pratiquement? Comment, à un moment, on ne va pas revenir à un modèle qui sera forcément un modèle de plus décroissance? Le deuxième élément, c'est on n'a pas encore parlé de comment on finance tout ça. On ne parle pas beaucoup des actionnaires, on ne parle pas beaucoup du partage de la valeur. Un partage de la valeur qui est quand même aujourd'hui pris de manière extrêmement, on va dire, traditionnelle. Rémunération du capital et du travail. On ne parle pas des parties prenantes. Il ne vous a pas échappé en début d'année que la Maïf, le Crédit Mutuel ont annoncé un dividende sociétal, qui est une manière de reverser une partie des dividendes à des causes d'intérêt général pour que les entreprises contribuent au financement des grands enjeux sociaux et environnementaux. Pourquoi ne pas faire en sorte que ce soit généralisable à l'ensemble des entreprises? De la même manière, le partage de la valeur, c'est aussi prendre soin de ses salariés. Ce n'est pas seulement de répartir la richesse. Prendre soin de ses salariés, c'est comme la protection sociale. Pourquoi on n'homogénise pas une protection sociale des salariés vers le haut, plutôt que de continuer à avoir des protections sociales très différentes? Et puis enfin, le partage de la valeur, c'est les moyens qui sont donnés à la transformation dans les trajectoires que vous avez les uns et les autres évoquées. Et ces trajectoires sont quand même très importante. Donc moi, ma question, elle est simple, c'est comment on fait dans une compétition internationale pour faire en sorte d'accepter potentiellement de gagner moins pour gagner plus longtemps? Merci Éric Delannoy. Patrick Martin, c'est intéressant cette question sur le partage de la valeur, parce qu'on a vu effectivement au cours des dernières années que la croissance, par exemple, des dividendes était bien supérieure à la croissance des salaires. Et pour toi, effectivement, il y a l'idée d'un développement soutenable qui puisse embarquer tout le monde dans l'aventure entrepreneuriale et la croissance. Est-ce qu'il faut revoir les règles, effectivement, de partage de la valeur ajoutée? Alors, je vous ai parlé de mon entreprise familiale. Il se trouve que j'en suis l'actionnaire majoritaire, donc un peu décisionnaire.
historiquement, nous distribuons 2 fois plus sous forme d'intéressement et de participation que sous forme de dividendes. Voilà, je ne m'en vante pas, c'est un état de fait. Est-ce que vous êtes un modèle pour les autres, je dis pas pour que les c'est un électeurs modèle, du MEDEF qui vont vous soutenir? Je sais qu'il y a d'autres entreprises qui font mieux encore. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut probablement arrêter de stigmatiser ou de s'auto-flageller. Je pense que les entreprises françaises font beaucoup de choses bien. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un point. Lorsque la négociation paritaire s'est engagée sur le partage de la valeur, les 3 premières sessions ont porté sur le diagnostic du partage de la valeur, qui établit quoi? Qui établit que le partage de la valeur en France reste un des plus vertueux, si j'épouse, et je le fais, votre logique, un des plus vertueux du monde. Alors que dans certains pays anglo-saxons, aux États-Unis au premier chef, les actionnaires se servent beaucoup plus dorénavant qu'ils ne le faisaient il y a quelques années. Que non seulement c'est un des partages les plus vertueux du monde, mais qui ne s'est pas déformé au fil des ans, alors que l'idée qui correspond en bonne part à une réalité de financiarisation de l'économie aurait pu amener à penser que s'il y aurait une déformation au détriment des salariés. Donc je crois que dans toutes ces matières, il faut partir de diagnostics objectifs. Après, on a évoqué tout à l'heure les tensions de recrutement, par exemple. Les entrepreneurs ne sont pas suicidaires, à ma connaissance. Et si d'eux-mêmes, ils ne prennent pas, dans un certain nombre de domaines, des initiatives sur le partage de la valeur, sur l'inclusion. Moi, par exemple, je suis très motivé, je dirais, par l'inclusion des handicapés, qui est un sujet notoirement sous-estimé en France, notoirement sous-estimé. Eh bien, à un moment donné, les parties prenantes, qu'à juste titre vous avez évoquées tout à l'heure, les sanctionneront. Et qui les sanctionnera? Les candidats, leurs propres salariés, leurs clients, leurs financeurs, qui d'ailleurs réglementairement sont de plus en plus tenus de flécher, en tout cas de calibrer les conditions de financement en fonction de la performance RSE des entreprises. Donc moi je suis beaucoup plus optimiste que vous. Quant à taxer massivement, ça c'est une maladie française. Mais on ne peut pas dire d'un côté, je partage évidemment ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, les entreprises françaises sont au monde les 2e les plus taxées. Impôts, prélèvements obligatoires. Alors on peut les taxer encore plus. Mais dire dans le même temps, il va falloir financer la décarbonation, il va falloir se confronter à une compétition internationale qui s'intensifie, ça devient une équation complexe. Moi, je pense que les solutions existent, mais certainement pas par des taxes telles que celles proposées par M. Pisani-Ferry. Dominique Carlac. Alors, je vous rejoins sur un point là qui est la préoccupation de nos salariés. C'est vrai que 48% de nos entreprises nous disent « j'ai du mal à recruter ». Et quand on est recruteur, ce qui est aussi mon cas, en fait, vous regardez les consultations des offres en ligne de LinkedIn. Et c'est le patron de LinkedIn qui disait ça l'autre jour. Les mots-clés culture d'entreprise, valeur, diversité et climat ont monté de 300% dans l'intérêt que les candidats accordent à une offre d'emploi. Donc on ne peut pas rester à côté de ça. On ne peut pas se dire que ça n'existe pas, parce qu'effectivement, quand on a des difficultés d'emploi, il faut se dire qu'est-ce que je fais moi pour la diversité, pour le climat, quelle est ma culture d'entreprise, quelles sont mes valeurs. Donc il faut qu'on mette en place un système de symétrie d'attention. En se disant, je travaille à la fois pour l'économie, à la fois pour le carburant humain que j'ai dans mon entreprise. Ça renvoie à la question que vous soulevez du modèle économique que l'on se dote. Moi j'ai dit, la croissance, oui, effectivement, on ne peut pas être dans une économie de décroissance parce que c'est une économie de paupérisation. En revanche, effectivement, croître indéfiniment pose problème. Donc la question, c'est quel modèle économique? Au XXe siècle, on chauffait, on transportait, on nourrissait, on soignait à peu près tout le monde, en tout cas dans les pays développés, sans économie de ressources, donc avec une capacité de destruction. Le XXIe siècle, pour moi, c'est le XXIe siècle de l'efficience. On ne sera plus dans l'efficacité, on continuera à nourrir, transporter, loger et soigner à peu près tout le monde, mais avec une économie de ressources qui nous permet d'être plus dans la sobriété, dans ce qu'on appelle en mauvais français le « less is more ». Et ça, pour moi, c'est le modèle des entreprises. C'est le modèle des entreprises qui, quand vous êtes une industrie laitière, vous dit « mais moi, le problème du stress hydrique, je sais le gérer. Je sais le gérer dès lors qu'on m'autorise à réutiliser l'eau dans mes circuits industriels. » Donc on a les solutions de sobriété pour pas forcément faire plus, mais mieux, mais surtout pas s'inscrire dans de la décroissance. C'est compatible avec le capitalisme et le développement des entreprises? Oui, c'est compatible, parce que tant qu'on crée de la richesse, on pourra... D'abord, il faut rappeler que l'objectif, c'est quand même de créer de la richesse pour pouvoir satisfaire les usages des populations, parce qu'encore une fois, c'est assez binaire. Si vous ne pouvez pas satisfaire les besoins des populations, c'est la paupérisation généralisée.
Et donc j'en arrive au point que vous avez soulevé sur le dividende sociétal. Moi j'étais au CESE le jour de l'inauguration, puisque je suis conseillère CESE, j'étais au CESE le jour de l'inauguration par M. Théry de ce nouveau concept du crédit mutuel, du dividende sociétal. Alors on a débattu, simplement on était justement à ce moment-là en pleine discussion sur l'atterrissage de l'accord partage de la valeur. Et effectivement, en fait, le dividende sociétal, j'aurais tendance à dire que oui, ça permet de marketer un concept, mais en réalité, il y a beaucoup... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà sur le partage de la valeur. Et que si on veut, dans nos entreprises, je vous ai rappelé tout à l'heure qu'une entreprise adhérente en moyenne, c'est une entreprise de 47 personnes, ben, on fait à proportion de ce qu'on génère comme valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partager la valeur par principe avant de l'avoir créée. Merci à tous les trois sur cette partie tout à fait intéressante, effectivement, de l'impact. Dans un instant, on va parler d'intelligence artificielle, on écoutera même Elon Musk. À tout de suite. Tous les week-ends sur BFM Business, Fabien Guèze accueille professionnels de santé, chercheurs, patrons de start-up pour analyser et débattre de toutes les innovations santé. Économie, éthique, news, découverte, un bilan complet du secteur médical. Check-up santé présenté par Fabien Guèze, samedi à 14h et dimanche à 15h sur BFM Business. C'est bon de regarder Check-up santé avec Naturalia. Naturalia, c'est bon de manger sain. Moins de charges pour installer vos bornes, plus de trafic dans vos garages. Moins de charges pour installer vos bornes, plus de clients dans vos concessions. Moins de charges pour installer vos bornes, plus proche des besoins de vos élèves. Professionnels des services de l'automobile et de la mobilité, devenez acteurs de l'avenir. Découvrez nos primes et inscrivez-vous à nos formations pour l'installation de bornes de recharge sur autoadvenir.fr. Advenir, devenez acteurs de l'avenir. Tout le monde aime passer du temps à la piscine, sauf pour la nettoyer. Voici le Seagull Pro, le robot de nettoyage sans fil sophistiqué et simple à utiliser. Le Seagull Pro grimpe même au mur. Pour votre piscine, c'est le compagnon idéal. Hey, les employés de bureau, vous pensez que vous êtes vraiment des rockstars? T'es une rockstar, c'est toi la rockstar. Sérieux, arrêtez d'appeler vos collègues des rockstars. C'est génial d'utiliser Workday pour transformer votre business. Mais ça fait pas de vous des rockstars. À moins de travailler avec une vraie rockstar. Eh, moi c'est Oswald. Hello, Oswald. Pam, tu es une rockstar. J'allais pas le dire. Micma et compagnie présente Matouma, spécialiste des cartes SIM M2M IoT. Matouma s'adresse à tous les secteurs d'activité, sécurité, santé, agriculture ou environnement, pour connecter vos objets partout dans le monde grâce à des offres multi-opérateurs, sur mesure et sans engagement. Matouma a été créé pour permettre aux industriels de déployer leurs objets connectés par carte SIM partout dans le monde, sans se préoccuper de la couverture réseau où l'objet est déployé. Nous commercialisons des cartes SIM M2M multi-opérateurs qui peuvent se connecter à tous les réseaux disponibles, ainsi qu'une plateforme de gestion intuitive et fournissons un service client en français. Nos cartes SIM se trouvent partout autour de vous, que ce soit dans les alarmes, les terminaux de paiement, les ascenseurs et même dans les défibrillateurs. Nos clients apprécient notre technologie multi-opérateur, mais aussi nos offres sur mesure et sans engagement. Avec Matouma, vous pouvez contractualiser en moins de 48 heures et recevoir vos premières cartes SIM M2M dans la semaine. Retrouvez toute l'expertise et la technologie de Matouma sur matouma.com. MEDEF, le débat, on poursuit, on est toujours ensemble sur BFM Business avec Dominique Carlac et avec Patrick Martin. Ça fait déjà 1h35 qu'on débat ensemble sur vos programmes respectifs. On va parler désormais d'intelligence artificielle. Nous vivons dans une époque passionnante parce que quand on voit ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui, et elle va en faire beaucoup plus chaque année, les voitures se conduiront absolument mieux que n'importe quel humain. Il y aura des robots humanoïdes. Tesla est en train d'en développer un, il s'appelle le T800.
Alors évidemment, vous avez entendu Elon Musk, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est le dernier sujet à la mode, un peu comme le métavers il y a quelques mois, ou bien un bouleversement total de notre économie et de notre système productif? On va laisser Nathan Cocampo avec Caroline Morisseau planter le décor de l'IA qui s'invite donc dans nos vies et dans les entreprises. Nathan. Les études se multiplient et elles sont unanimes. L'IA va bien supprimer des emplois. Selon Goldman Sachs, ce sont 300 millions d'emplois à temps plein qui sont exposés et pourraient être menacés. Parmi les plus exposés, les cadres et plus particulièrement dans les fonctions administratives et juridiques. Même tendance selon McKinsey qui considère que 50% des activités professionnelles pourraient être prises en charge par l'IA d'ici à 2045. Ces mêmes études considèrent que l'IA générative, c'est-à-dire celle qui est capable de créer du contenu sur le principe de ChatGPT, va en revanche générer des gains de productivité et créer de nouveaux emplois. Selon Goldman Sachs, le PIB mondial pourrait à terme progresser de 7% grâce à l'intelligence artificielle. Pour McKinsey, c'est près de 4%. Les conséquences sur l'emploi seront-elles plus positives que négative? Une étude sur le sujet du forum de Davos a tranché entre les emplois détruits et ceux créés dans la cybersécurité ou encore les nouvelles technologies par exemple. La balance pencherait plutôt dans le mauvais sens avec 14 millions d'emplois en moins. Alors là, Dominique Carlac et Patrick Martin, on a un petit problème. C'est-à-dire qu'on s'attendait à trouver l'intelligence artificielle en haut de vos programmes. On a bien cherché et dans les deux cas, on n'a pas trouvé grand-chose. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est trop tôt? Est-ce que ça veut dire que ça ne vous intéresse pas? Vous n'avez pas assez de remontée de terrain? Vous me regardez comme un hibou, Patrick Martin. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est au cœur de vos préoccupations ou pas? Ah, ben alors, je suis désolé que vous n'ayez pas mieux lu mon programme. On a absolument passionnant. Vos programmes. Eh bien, vous auriez dû relever que dans les grands enjeux que j'identifie et que je pense devoir être réglés de manière extrêmement construite par la vice-présidence Prospective et Idées et le MEDEF Lab que j'entends installer, il y a les conséquences de l'intelligence artificielle. Ça aurait dû être marqué en plus gras. Bien évidemment que c'est un enjeu essentiel. On a tous été sidérés par ChatGPT, tout le monde s'est rué dessus, on s'est dit, oh là là, c'est la mort du petit cheval. Enfin, sauf pour ceux qui considèrent que c'est très confortable. Et n'ont pas tort d'ailleurs. Moi d'une manière générale, sur le progrès scientifique, à l'éclairage de l'histoire de l'humanité, je suis confiant. La limite avec l'intelligence artificielle, c'est pas tellement de savoir si en solde elle créera de la richesse ou elle en détruira, si elle créera des emplois ou pas, c'est d'accompagner ce mouvement. Mais au-delà de ça, c'est de tout faire. Et l'Europe, de ce point de vue, est extrêmement précieuse pour qu'on ait une intelligence artificielle éthique, parce qu'on voit très bien ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle et qui existe d'ores et déjà, c'est-à-dire un risque ou une réalité d'ailleurs de manipulation des esprits ou de manière beaucoup plus prosaïque d'orientation de la consommation vers un sujet plutôt que vers un autre. Donc moi je suis convaincu, y compris pour ma propre entreprise d'ailleurs, que l'intelligence artificielle va nous apporter beaucoup. Moi dans mon entreprise je gère 11 milliards de données. Vous m'auriez demandé il y a 10 ans combien j'en gérais, j'en savais fichtre rien. J'ai recruté 40 personnes sur ces sujets-là et je pense qu'en termes de pertinence de l'offre, en termes de productivité, en termes de confort au travail, parce qu'on a encore à ce jour, et c'est vrai dans beaucoup de métiers, beaucoup de gens qui ont des tâches d'exécution qui, y compris personnellement, intellectuellement, ne sont pas très valorisantes. En fait, il faut qu'on se mette en perspective et qu'on anticipe autant que possible les effets de bord massifs liés à l'intelligence artificielle pour que, comme trop souvent c'est le cas, on n'ait pas brutalement des destructions d'emplois, alors même qu'il y aura des centaines de milliers et des millions d'emplois à pourvoir par ailleurs. Dominique Carlac, sur l'IA, c'est vrai que on dit l'Europe doit réglementer, mais souvent on dit l'Europe réglemente et l'Amérique crée. Est-ce que... Et les Chinois copient, c'est ça la troisième idée? Exactement. Non, en fait, alors vous nous avez posé la question à l'un et à l'autre du programme et de où est-ce qu'on place ça dans notre programme. Donc je vous rappelle, moi j'ai proposé un MEDEF qui se structure dorénavant sur 3 piliers. Un pilier social, un pilier économique et international et européen, et un pilier sur les transitions et les transformations. Et c'est dans ce pilier que j'ai logé la feuille de route sur l'intelligence artificielle qui s'appuie sur 5 axes. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette intelligence artificielle, c'est une 4e révolution industrielle. Et c'est vrai qu'à chaque révolution industrielle, il y a eu des remous, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la destruction d'emplois. C'est ce qu'on appelle une révolution schumpeterienne. Vous savez, vous changez d'un système et puis vous n'avez plus un jour ni de ferronnier pour ferrer les chevaux, ni de bougies pour vous éclairer. Donc c'est une vraie révolution industrielle. Et ça sera l'un de mes 3 piliers en tant que présidente du MEDEF. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a à la fois des opportunités
et de menaces. Oui, c'est vrai qu'on nous annonce qu'il y aura moins 300 millions d'emplois. Et puis on essaye de faire des calculs complémentaires en disant oui, mais ça va en générer 100 millions. En réalité, si on regarde le verre à moitié plein, ça va pouvoir générer de la productivité. Tous les métiers du chiffre vont être impactés, de la productivité dans les reportings. Ça va pouvoir générer un enrichissement de la relation client. Aujourd'hui, on a, grâce à ces outils-là, des scripts automatisés qui sont adaptables par les téléopérateurs qui gèrent la relation client. Ça va nous générer également de la réduction du risque quand on approche la donnée notamment biologique, pour pouvoir accélérer le développement de certains vaccins. Donc, il faut qu'on ait une feuille de route au MEDEF qui soit, on favorise un écosystème de l'intelligence artificielle dans nos rangs. On a les fédérations pour et on a les laboratoires pour. 2, on fait des actions de veille technologique pour savoir où est-ce que ça va impacter partout et comment on accompagne nos entreprises sur les bonnes technologies de l'intelligence artificielle. 3, on fait de la sensibilisation pour justement le changement des métiers. Et 4, un sujet qui est en embuscade, c'est l'inclusion numérique. L'inclusion numérique parce que l'intelligence artificielle, le vrai sujet, c'est pas l'intelligence artificielle en tant que telle, c'est qu'elle est très sélective. C'est que ce n'est pas l'ennemi, l'intelligence artificielle, mais des humains qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Donc on doit avoir un gros programme d'inclusion numérique et d'inclusion de l'intelligence artificielle dans nos rangs. Patrick Martin, vous avez parlé d'intelligence artificielle éthique. Qui est-ce qui doit définir qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est Elon Musk quand il dit il y a des dangers? Est-ce que c'est l'Europe avec toutes ces normes? Qui doit définir l'éthique? Mais l'Europe a déjà bien avancé sur ces matières. Le DMA, le DSA, etc., régule l'usage d'Internet. Mais derrière Internet, c'est de l'intelligence artificielle. Nos données, dorénavant, sont sécurisées et contrôlées beaucoup plus qu'elles n'étaient. Pas assez pour autant, parce qu'on sait qu'on a un énorme enjeu lié à la cybercriminalité. Et je pense qu'en la matière, l'Europe est pertinente. Autant je pense qu'elle ne l'est pas pour aller faire du micromanagement, pour déterminer quelle puissance de moteur peut être fabriquée ou pas, autant je pense que sur ces données qui touchent à notre civilisation, en définitive, et à l'équilibre de notre continent, l'Europe est pertinente. Ça n'enlève rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'elle s'entoure quand même d'avis, de conseils, beaucoup plus qu'elle ne le fait actuellement, en décidant en chambre beaucoup trop de choses. Vous avez vu qu'il y a je crois que c'est une entreprise sud-coréenne qui a nommé une IA présidente de son conseil d'administration. Est-ce que vous pensez qu'en 2028, les élections à la tête du MEDEF, il pourrait y avoir une IA comme candidat à la présidence, Dominique Carlac? Dominique, je ne sais pas comment on doit le prendre. Si c'est pour dire qu'enfin il y aurait de l'intelligence. Et on ne sera pas là non plus. Je pense que les téléspectateurs peuvent comprendre ce soir qu'ils n'ont pas une intelligence artificielle face à eux, mais des intelligences réelles. Patrick Martin. Alors, il y a un risque d'être supplanté par une IA. Nous, on sait comme journaliste. C'est ça la peur. Hein. Voilà. Ah, mais je n'y crois pas un instant. C'est des grandes peurs. Je n'y crois pas un instant. Écoutez, je suis lyonnais. Alors, Lyon a été traumatisé par les révoltes des canuts, qui ont été extrêmement brutales, qui ont été extrêmement meurtrières. Bon, il n'empêche que Lyon s'est très bien porté après. C'était un Eldorado économique dans les décennies qui ont suivi. On va voir ce qu'on pense. Même pas peur. On va voir ce qu'on pense l'un des spécialistes de l'intelligence artificielle, Maurice Ndiaye. Il est fondateur de Descartes-Emos. C'est notre carte blanche. Venez, Maurice Ndiaye. Venez nous rejoindre sur le plateau. Descartes-Emos utilise l'intelligence artificielle pour réinventer le conseil en stratégie, modéliser des tonnes et des tonnes et des tonnes de scénarios pour évaluer les risques et après, on se débrouille avec tout ça. Je peux résumer? Exactement. Alors, je vais peut-être préciser un petit peu plus l'objet de mon travail. Effectivement, j'utilise des technologies d'IA pour modéliser le futur, essayer de se projeter dans le monde de demain et en déduire les actions à mener aujourd'hui pour être prêt en 2025, en 2026, en 2030. Et évidemment, l'IA fait partie des sujets auxquels on est confronté et sur lesquels il faut être prêt. Donc, je m'adresse à vous avec deux casquettes, celle de l'entrepreneur en IA et aussi celle de l'interlocuteur de mes clients qui sont des patrons, des décideurs d'entreprises de toute taille. Moi, j'ai 3 convictions sur ce qui doit être mis en place pour l'adoption de l'IA et la réussite de l'adoption de l'IA. D'ailleurs, je vais rebondir sur certaines de vos idées. La première, c'est la création de valeur. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on oriente et qu'on identifie les cas d'usage qui vont véritablement créer de la valeur. Alors, on a des chiffres qui font peur, 300 millions d'emplois détruits. Tout le monde a essayé de jouer avec ChatGPT. On se rend bien compte que c'est sympa, mais il y a un petit côté gadget, finalement. On se dit, est-ce que c'est pas le prochain buzz, le prochain métaverse, les cryptos qui ont eu du mal à descendre dans les organisations en créant vraiment de la valeur.
La réalité, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur de ce qui est en train de se passer en termes de transformation et qu'il y a véritablement des vrais cas d'usage dans lesquels on peut, vous l'avez dit, accélérer l'innovation, on peut améliorer la prise de décision stratégique, c'est aussi en analysant beaucoup de données, on peut évidemment automatiser, productiviser un certain nombre de choses, mais cet effort d'identifier les cas d'usage concrets qui vont véritablement apporter de la valeur, je pense que c'est un premier point fondamental. Le deuxième, c'est le social, on en a beaucoup parlé, sur l'emploi, évidemment, ça fait peur. Sam Altman, qui est le fondateur d'OpenAI, disait que ça allait prendre 2 générations avant qu'on arrive à embrasser la transformation de l'IA et à s'y adapter. Alors, vous l'avez dit aussi à juste titre, des transformations technologiques, il y en a eu plein. À chaque fois, ça fait très peur, les robots vont nous remplacer, etc. Ce que je voudrais dire ici simplement, c'est que je pense que c'est aux entreprises justement d'inventer les métiers de demain. Il ne faut pas transférer cette anxiété à l'employé. C'est à l'entreprise, ce n'est pas à l'État, de se saisir de ce sujet, parce que c'est là que ça va se passer. Et puis le troisième point qu'on n'a pas abordé, enfin en tout cas on l'a abordé juste avant, mais je pense qu'il est fondamental, c'est l'enjeu climatique de l'IA. Alors là, pour le coup, je cite une source BFM, je crois. Bonne source, vous avez des bonnes sources. Excellent. Une conversation de ChatGPT, ça consomme une bouteille d'eau. Donc il y a plusieurs millions, j'imagine plusieurs milliards bientôt de conversations par jour. Milliards par jour, ça fait beaucoup, mais peut-être. On voit bien qu'il y a quand même un équilibre à trouver en se disant, finalement, le coût que ça représente, est-ce que ça en vaut la peine? Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est aussi de faire en sorte que les entreprises se concentrent sur des usages essentiels de l'IA et qu'on ne se disperse pas en faisant un peu tout et n'importe quoi. Donc, on pourrait dire la même chose pour les mails, qui consomment énormément d'énergie. Exactement. Donc, concentrer les ressources pour s'assurer qu'on limite le gaspillage et qu'aussi on fait bon usage de l'IA. Et l'IA peut d'ailleurs être un formidable accélérateur de transition énergétique. On l'a vu, l'optimisation de l'éclairage public, la gestion de l'eau, des déchets. Donc la conclusion sera positive. C'est que je pense qu'il y a vraiment un potentiel énorme d'impact pour la société, si tant est que les entreprises s'en saisissent et que ça ne reste pas l'apanage soit des startups, soit de l'État et le régulateur, soit des investisseurs, mais l'ensemble du corps industriel et des entreprises en France. Il y a une question de démocratisation en fait de l'IA, Dominique Carlac. Il y a une question économique avant tout d'utilisation de l'IA, puisqu'on est dans un débat sur l'élection à la présidence du MEDEF avec des entreprises. Donc, sur l'identification des cas d'usage. Mais c'est la question essentielle, c'est se dire à quoi ça sert tout ça, plutôt que de le prendre sous un angle exclusif de destruction d'emplois. À quoi ça sert tout ça? Moi, la définition des cas d'usage, c'est dans la feuille de route que j'ai présentée précédemment, c'est de dire où est-ce qu'on est bloqué par la donnée pour pouvoir faire du progrès. Et là où on est bloqué par la donnée pour pouvoir faire du progrès, il y a essentiellement 2 domaines. Le sanitaire, comment j'accélère le développement d'un vaccin grâce à la donnée, donc grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Premier cas d'usage qu'on pourra partager avec nos fédérations qui sont dans ce domaine. Deuxième cas d'usage, vous l'avez cité, c'est effectivement la transition énergétique. C'est comment, indépendamment des travaux sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, comment on fait véritablement de l'efficacité énergétique grâce à la data, grâce à la donnée. Donc on peut, c'est dans la feuille de route que j'ai proposée tout à l'heure, travailler avec les fédérations adhérentes en se disant c'est quoi vos cas d'usage, vous êtes bloqués dans vos transitions à cause de la donnée. Et là, on peut avoir des bons cas d'usage. Sur le social, complètement d'accord, c'est ce que j'ai aussi proposé tout à l'heure dans ma feuille de route, c'est à nous de définir les métiers. Mais ce n'est pas forcément aux entreprises elles-mêmes. Pour le coup, c'est grâce à l'interpro, grâce à l'interprofession, qu'on peut se dire, si on fait une cellule de veille et qu'on se dit où est-ce que va impacter massivement l'intelligence artificielle, à ce moment-là, avec les fédérations, on peut définir des feuilles de route de montée en compétences et de compétences à développer, de métiers à développer. Et enfin, sur l'enjeu climatique, en fait, c'est ça qui fait la substance de l'approche éthique de l'IA. C'est qu'aujourd'hui, faire de l'éthique dans l'IA, à part avoir un caractère moralisateur, on ne va pas tellement avancer. En revanche, sur la partie climatique, c'est là où on peut se dire jusqu'où on va dans l'utilisation pour ne pas détruire la planète. Merci. 1 minute, Patrick Martin, pour être à stricte égalité avant la conclusion. Non, sur l'empreinte carbone du digital, je crois qu'il faut raisonner en net. Vous l'avez fait allusivement. Il me semble qu'à ce jour, elle est positive, parce que précisément, ça induit une forme de frugalité ou de sobriété dans les usages, notamment dans le transport, qui est assez vertueuse. Mais c'est vrai dans l'industrie aussi.
Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il est de la responsabilité du MEDEF d'éclairer le chemin pour les entrepreneurs sur les méta-enjeux, pas les métaverses, les méta-enjeux, la démographie, les effets de l'intelligence artificielle. On est quand même face à des équations incroyables. Je m'éloigne, je le sais, de l'intelligence artificielle, mais ayons en tête que, par exemple, dans l'aide à la personne, il y a 1 million d'emplois à pourvoir d'ici 2030, liés à la démographie, liés au vieillissement de la population. En regard, peut-être que l'intelligence artificielle supprimera des emplois. Il faut qu'on travaille beaucoup plus, y compris avec des organismes publics. Ce que France Stratégie a sorti sur l'évolution de l'emploi par grand métier et d'ailleurs par région est très intéressant, à part qu'ils n'ont pas inclus l'intelligence artificielle. Merci, parfait. Vous êtes totalement à égalité de temps de parole. Merci beaucoup Maurice Ndiaye d'avoir été avec nous ce soir. On va passer à la conclusion. On a quand même débattu quasiment 2 heures ensemble. Mais j'ai envie de changer la question. Ah bah d'ailleurs, allez-y. On allait leur demander pendant 90 secondes de nous dire un petit peu, effectivement, qu'est-ce qui vous différencie ce soir. Mais j'ai envie de rajouter, pourquoi ne pas faire alliance ce soir? Alors, le tirage au sort a désigné Dominique Carlac pour terminer l'émission, donc Patrick Martin. Mais on peut faire alliance. On peut faire alliance. Le principe de l'alliance n'est pas en cause. Ça s'est pratiqué dans le passé. Ce qui est important, c'est qu'on soit aligné sur les valeurs, aligné sur les objectifs et que l'on ait de part et d'autre des équipes qui puissent converger. Et moi, je n'ai aucune difficulté avec Dominique, je suis beaucoup moins à l'aise avec un certain nombre de ses colistiers qui professent un certain nombre de thèses. Je l'ai dit tout à l'heure, la disparition du paritarisme de gestion. Tu étais chez Olivier vendredi dernier à Colmar. Pour l'autre, faire rentrer massivement des micro-entrepreneurs au MEDEF, c'est la mort du MEDEF. Et on ferait rentrer des personnes estimables sur le plan humain, mais qui, pour beaucoup d'entre elles, ne sont pas des entrepreneurs, et ainsi de suite. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est extrêmement cohérente, extrêmement alignée, qui s'enrichit, si je puis dire, de jour en jour. Et en amont de mon programme, je l'ai déjà dit, je le répète, il y a 100 personnes du MEDEF qui ont travaillé sur ce programme. Donc c'est ça la question. C'est moins une question de personnes qu'une question de stratégie et une question, j'allais dire, de loyauté à l'égard de nos électeurs. Merci beaucoup Patrick Martin. Dominique Carlac. Alors, moi, je vais faire un mot de conclusion en répondant à votre question et répondant à Patrick également. D'abord, c'est moi la candidate. D'abord, c'est moi la candidate. Nous étions 5 sur la ligne de départ. Et effectivement, nous sommes 2 maintenant. Il y en a 3 qui sont reliés à moi, dont un qui était un de tes colistiers il y a 5 ans. Donc moi, mon premier point de conclusion, c'est de dire que j'ai été heureuse que ce débat ait lieu, avant tout. Que ces 2 heures qui ont prouvé que j'avais raison d'installer ce débat, que ça a prouvé que c'est un MEDEF à la fois de maturité et de modernité, et qu'après ce débat, il y aura effectivement le temps du vote et du rassemblement. Le temps du rassemblement sur des valeurs communes et puis sur un objectif qui va dominer tous les autres, qui est de préparer la France et les entreprises des années 2030, dans tous les défis que nous avons évoqués. Alors moi, je vous le redis devant les téléspectateurs, les votants, moi j'ai envie d'être la présidente d'un MEDEF qui portera haut et fort les couleurs de l'équipe de France économique. J'ai envie d'être une présidente du MEDEF qui aura la défense de l'envie d'entreprendre ensemble. Et j'ai envie de démontrer également que je suis présidente d'un MEDEF de solutions organisées et soudées à partir du terrain et sans fracture et sans exclusion. Merci beaucoup Dominique Carlac et Patrick Martin. L'un de vous sera donc désigné président ou présidente le 6 juillet et prendra ses fonctions le 17 juillet. C'est vrai qu'on vous remercie très chaleureusement d'être venu débattre avec nous, entre vous surtout, avec nous aussi, mais surtout entre vous sur BFM Business. Vous restez avec nous car dans quelques instants, on va débriefer. Guillaume Paul est déjà prêt avec ses invités. Il va être avec Jean-Marc Daniel, avec Marc Landré, avec Bernard Sananès, avec Jean-Claude Ducasse et avec Caroline Morisseau, entre autres. Guillaume, on vous laisse la main et nous, on vous dit à demain. Bonne soirée. MEDEF.